quelqu'un est végan, tant qu'on ne fait pas de prosélytisme, tant qu'on ne vient pas me les casser, il n'y a aucun souci, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai dénoncé les élevages intensifs, j'ai dénoncé ce qui se passait dans les abattoirs, j'ai dénoncé la maltraitance animale. Je ne parlais pas du tout de véganisme, enfin, dans ce livre. Je veux juste mettre les pendules à l'heure. Il faut qu'on se rejoigne sur nos combats communs. Il faut qu'on fasse fi de nos différences. Je vais te raconter une anecdote sur le McDo. Ça m'est arrivé il y a à peu près un mois. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu envie de manger un McDo. Oh, Gilles, je suis très content de te recevoir une nouvelle fois sur le podcast. C'est vraiment très, très cool. On va diviser notre discussion en 3 grandes parties. On va parler de bons réflexes par rapport à la chaleur. Parce que je pense que cette année, on vit vraiment une année particulière. Parce que même en Belgique, là, on a fait du 35. Et ça, je peux te dire que c'est une fois tous les 50 ans. Ensuite, on va parler un petit peu de régime extrême et de modération et de voir un petit peu où on s'y retrouve quelques années plus tard. Et puis, je te poserai quelques questions un petit peu explosives. Ça va être très sympa. Chaud? Chaud, écoute, moi je suis plutôt habitué parce que je suis du sud. Tu dis 35, ici il fait 38, mais à l'ombre. C'est-à-dire que j'ai mis tout à l'heure le thermomètre au soleil, et c'est parti au-delà de 50. Hein. Tu tiens pas en plein soleil. Il est vraiment temps de faire attention à soi. Ouais. Bah, surtout pour ceux qui travaillent à l'extérieur. Tu vois, toi et moi, on a peut-être cette chance-là, peut-être ceux qui nous écoutent aussi, de travailler peut-être à l'intérieur. Moi, j'ai pas beaucoup de clim. Par contre, je suis un fan des ventilateurs aujourd'hui. Je trouve ça beaucoup plus agréable que les clims. Quelquefois, il faut la mettre, quelquefois, c'est nécessaire. Mais c'est pas pour des questions d'écologie ou ce genre de choses, tu vois. C'est que je trouve que la ventilation, même la nuit, tu vois, la ventilation est quand même nécessaire. Et il y a aussi, j'aimerais qu'on revienne ensemble, voilà, un petit peu sur les erreurs qu'on a faites depuis 10 ans. On va se faire un petit bilan tous les deux. Ça fait longtemps que tu parles en fait d'alimentation, quasiment comme moi, hein, ça fait plus de 10 ans. Ouais. Et on a tous fait des erreurs, et notamment l'été. Et je pense que on va donner quelques trucs. Certains vont se reconnaître dans ces erreurs. Mais ce que je veux aujourd'hui, tu vois, j'ai toujours été considéré comme un lanceur d'alerte. Je le suis encore. Et là, je vais sortir un dossier d'ici peu. Mais avant tout, je veux donner des solutions. Ouais. Je vais être un fournisseur de solutions maintenant, tu vois. Je suis d'accord. Je pense que les alertes, c'est bien, mais qu'à un moment donné, il faut aussi savoir dire quoi faire et pas seulement quoi éviter. Alors, du coup, parle-nous parce que je sais que tu as fait des recherches, on en a discuté un peu en off, justement par rapport à la gestion de cette chaleur. Voilà, s'il y a quelques vraiment bons réflexes que tu peux nous donner, et peut-être certains qui sont le plus accessibles possible pour commencer, évidemment. Alors, tout le monde sait que l'été, justement, il faut manger des aliments de saison parce qu'ils sont gorgés d'eau. Le principal danger, c'est la déshydratation. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, c'est la déminéralisation. Ouais. C'est-à-dire, au plus on boit d'eau, au plus on va se déminéraliser. Et là, tu vas me dire, ah, mais comment l'eau est minérale? Mais ce sont des minéraux non organiques. Et ça, peu de personnes le savent. Ouais. Donc des minéraux que le corps n'assimile très peu. D'ailleurs, le fameux slogan d'une marque célèbre « Buvez, éliminez », l'eau est plus importante parce qu'elle emporte que parce qu'elle apporte. Donc les minéraux, il faut aller les trouver ailleurs. Donc il y a le sel de mer, avec la fameuse eau de Quinton. Il y a également tous les aliments qu'on trouve dans la nature, que ce soit dans les animaux ou dans les végétaux. Voilà. Ça, ce sont des minéraux dits organiques que notre corps assimile. Donc, lorsqu'on boit de l'eau, il est très important, quelquefois, de prendre 1 litre d'eau, mais qui soit minéralisé avec des minéraux organiques. Et là, j'ai pas mal de petites recettes, si tu veux, à te proposer. Ah oui, ça m'intéresse, moi. Et voilà, je t'en donner quelques-unes. Alors, on va pas partir sur des recettes qui sont parfaitement dosées. Oui, tu me connais, moi, je suis le roi de l'à peu près. J'improvise. Le terrain, c'est bien. Le terrain, la praticité. Moi, vraiment, je me base là-dessus, des choses qui sont pratiques à faire. Je t'en ai sélectionné vraiment quelques-unes qui sont très simples. Premièrement, c'est l'eau citronnée. Donc, on prend 1 litre d'eau filtrée, hein, si possible, le jus d'un citron, un quart de cuillère à café de sel gris, ou alors une ampoule d'eau de Quinton isotonique, parce que l'hypertonique est trop fortement dosé. Et si vous voulez rajouter une petite cuillère à café de miel, juste un petit peu de glucose, ça peut être très bien, ça hydrate, ça recharge en sodium et en potassium. Tu vois, c'est hyper simple. Hein. 1 litre d'eau, un citron, une petite ampoule de Quinton. Excellente boisson pour l'effort, en parenthèse, pour ceux qui veulent faire du sport. Juste magnifique, magnifique. Alors, vous voyez, c'est des boissons aussi de l'effort, tu connais ça aussi. Hein. Moi, surtout l'été, on sue beaucoup. Donc, lorsqu'on sue, on perd des minéraux.
Et très souvent, on a ce réflexe de boire beaucoup, mais on ne boit pas assez d'électrolytes. On appelle ça les électrolytes. Donc la deuxième, tu connais l'eau de coco. Alors, oui, c'est miraculeux, mais l'eau de coco, c'est la coco fraîche. C'est très bien. Bon, c'est hors de prix, c'est difficile à trouver. Ouais. On est d'accord qu'à Marseille, peut-être il y a un peu plus de chance. En Belgique, ça pousse pas les cocos, tu vois. Ah non. Nos et en anciens... plus, les 3 qu'on a importés, elles sont dégueulasses. Il n'y a quasiment pas d'eau dedans. Non, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Donc c'est le problème, en fait, c'est de l'eau de coco aujourd'hui se trouve en pack, en Tetra Pak. Il faut faire attention au prix parce que ça varie d'entre 2 € et 5 € le litre. Donc, ça va être quand même relativement onéreux et surtout que c'est une eau pasteurisée. Donc, tu connais un peu le problème de la pasteurisation. C'est pas si bon en plus, je trouve. C'est pas bon. Tu vois, quand tu as bu une eau coco fraîche et que tu bois ça, tu n'as quand même pas l'impression de boire la même chose. Quoi. Pas du tout. Franchement, ça me fait penser au jus d'orange. Jus d'orange pressé ou Minute Maid, c'est juste 2 mondes. Quoi. Exactement. Alors, quand même, ça a des vertus parce que c'est très riche en potassium. C'est sucré naturellement. Là, je t'ai fait avec 500 ml d'eau de coco que tu vas couper avec 500 ml d'eau filtrée. Tu rajoutes le jus d'un citron. Là aussi, ça va casser un peu ce goût un petit peu, je dirais, fade de la coco. Là aussi, un petit peu de sel, un quart de cuillère à café de sel gris ou alors une ampoule d'eau de Quinton isotonique. Tu peux rajouter un petit peu de miel. Voilà, tu vois, c'est moitié eau de coco, moitié eau. Donc ça, c'est faisable également. C'est un petit peu plus cher, bien sûr, que l'eau de citron. Après, tu as des jus. Les jus, par exemple, alors, pour ceux qui n'ont pas d'extracteur à jus, tu peux prendre du jus de tomate. Et là, tu vas me dire, ah, mais c'est salé. Oui, c'est salé. En plus, c'est pas forcément du très bon sodium, mais on va pas en prendre beaucoup. Tu vois, 250 ml de jus de tomate. Tu rajoutes à peu près 500 ml d'eau filtrée. Quelques gouttes, là aussi, d'un jus de citron. C'est très bon également. Tu vois, ça te rajoute des minéraux et tout. Alors, bien sûr. Puis ça doit être bien frais. Tu le mets au fin, il y a moyen que ce soit frais. Est-ce que tu peux garder ça au frigo ou pas, du coup? Intéressant. Oui, mais là, on va revenir sur une erreur que tout le monde a fait. Ok. Ça va nous rappeler lorsqu'on partait en vacances, etc. La veille au soir, on mettait des bouteilles d'eau au congélateur. Et on partait avec l'eau, le glaçon, tu vois, le fameux glaçon. Et on buvait comme ça. On était en fait de l'eau glacée. Interdit l'eau glacée. Parce que, qu'est-ce que fait le corps? Le corps est à 37 degrés. Quand tu lui mets de l'eau glacée, oui, ça fait du bien, etc. Mais ton corps va être obligé d'être en surchauffe pour la remettre en température. Pour la mettre en température, donc tu perds de l'énergie. Donc, il faut boire frais, mais pas trop. Pas glacé, en tout cas. Okay. Donc, on peut boire frais, ça fait toujours plaisir. Mais en général, j'irai à température, c'est mieux. Voilà, mais on peut boire frais, bien entendu, et on peut blesser ce jus au frais. Donc, voilà, 250 ml de jus de tomate avec de l'eau filtrée et puis des gouttes de citron. Et il y a une boisson aussi que j'aime beaucoup. Tu sais que je suis très, très fan du vinaigre de cidre de pomme. Hypoglycémiant, très bon pour la digestion. Donc, on va prendre 1 litre d'eau. On va prendre 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Là aussi, le jus de citron, un peu une pincée de sel ou l'ampoule de Quinton isotonique. Là aussi, c'est parfaite boisson. Tu vois, donc tout un panel. Tu penses qu'il n'y a pas besoin de resucrer ça? Parce que ma crainte avec le vinaigre et le citron, c'est que ce soit un peu violent. T'en penses quoi? Alors, moi, je suis un pro de la désintoxication de tous les junkies aujourd'hui qui sont au sucre. Ouais. Il faut arrêter avec les produits sucrés. Il faut aller progressivement. Si vous voulez, vous rajoutez un peu de sirop d'agave ou du miel, un petit peu, mais tu vas pas forcément sentir le goût. Si vous voulez du goût sucré, il faut vraiment rajouter beaucoup de sucre. Okay. Essayez autant que faire se peut, quand vous buvez, notamment dans la journée, etc., ne buvez pas de l'eau sucrée. Ah non, sinon pour la glycémie, c'est une catastrophe, effectivement. Alors pour la glycémie, on est d'accord également, il y a d'autres problèmes et également des facteurs collatéraux, mais ça va nous permettre aussi de nous désintoxiquer de ce goût sucré. 100%. Je t'avoue que le vinaigre de cidre, pour moi, j'en mets de partout, quasiment. Je bois très souvent de l'eau avec une cuillère à soupe dans 1 litre. Franchement, ça passe bien, Jack. Ouais, parce que c'est fort dilué, donc ça fonctionne. Oui. Après, pour finir, on va pas rester trop longtemps là-dessus. Moi, j'aime beaucoup les pastèques. Donc, quand elles sont pas forcément trop onéreuses, donc là, c'est la pleine saison, il faut en profiter. Vous prenez 500 grammes de pastèque, vous la mixez avec 500 millilitres d'eau filtrée, avec le jus d'un citron, pareil, une ampoule d'eau de Quinton. Là, tu me fais rêver. Isotonique ou un peu de sel. Tout le monde a un blender. Moi, je pense que tout le monde marche aux protéines sur ce podcast. Okay. Donc, arrêtez de shaker vos protéines. Faites-vous blender les protéines.
tu la blendes et tu rajoutes des fruits rouges, ce genre de choses. Donc là, tu prends ton blender, la pastèque avec de l'eau et tu te fais un jus en fait. Tu vois, rajoute toujours un citron, c'est très bon. Donc voilà, tu vois, c'était des petites astuces. Après, on sait très bien qu'il faut pas faire d'efforts trop intenses. Je vois encore là à la salle de gym des gens qui poussent là comme des bœufs. C'est pas la saison, même s'il y a la clim à fond. Là aussi, c'est un problème parce que dans les salles de gym, notamment en région, elles sont fortement climatisées. T'as un choc de température. Donc l'été, pour moi, je privilégie, tu vois, un entraînement vraiment souple. Vraiment souple. Quitte à y aller une fois tous les 2 jours. Là, tu vois, j'ai baissé mon rythme d'entraînement parce que c'est dû à l'âge aussi, hein, mais c'est dû à cette forte chaleur. Donc, il faut pas pousser la machine. Il faut profiter de ces résultats, aller faire le bois à la plage, tu vois. Donc, le mois d'août, c'est le mois de la sèche. Donc, on n'a pas besoin de pousser comme un bourrin, comme on dit dans le sud. Et pour vous aider à trouver ce qui est bon pour vous, je vous ai mis au point un guide de l'alimentation anti-inflammatoire. Il est totalement gratuit et dedans, vous allez retrouver des listes d'aliments qui sont peut-être à suspecter si vous avez des problèmes de digestion ou d'inflammation et aussi par quoi les remplacer pour vous sentir mieux. Pour télécharger ces guides, c'est très simple, le lien est dans la description. Il faut que je te pose une petite question à propos du sel, justement. Est-ce que tu pourrais me donner quelques bonnes références de sel que tu recommandes? Moi, c'est du sel non raffiné. Donc, principalement, c'est du sel gris. Tu as du sel de Guérande également. Tu as tout le sel qui est hors raffinage. Il fait éviter le sel la baleine, par exemple. Et ne pas avoir peur de... Moi, je garde le sel gris pour saler mes soupes, pour saler la cuisson du riz, etc. Ça, c'est du gros sel gris. Après, je peux avoir des fleurs de sel que j'achète quand même en quantité parce que les petits pots sont hors de prix. Donc, je dirais c'est du bon sel. Les normes disent qu'il ne faut pas dépasser 5 grammes de sel par jour. Ouais, faut voir ça. Hein. Voilà, je sais pas. Moi, je suis pas le spécialiste du sel et je m'en tiens, si tu veux. C'était plutôt sur la qualité, tu vois, sur le choix du sel que sur la quantité, tu vois. Alors, il faut pas avoir peur de boire salé, enfin de manger salé surtout l'été. Hein. Le sel, c'est la vie. Hein. Attention au régime sans sel, parce que le sel, vous perdez toute l'eau qui est dans les cellules. Hein. Le sel retient l'eau, le sel est très important. Attention, là aussi, Jack, tu vois, moi je parle pour, je dirais, monsieur et madame tout le monde. En tout cas, je parle pour le grand public. Je parle pas pour des gens qui ont des pathologies, où il faut qu'ils fassent attention entre les fibres, côlon irritable, le sel, etc. Tu vois, c'est des conseils d'ordre général, quoi. Je suis d'accord avec toi et par rapport au sel, ça me fait vraiment penser aux glucides, tu sais, où en fait, on va dire 5 grammes. Mais ça veut rien dire. Je veux dire, je vais prendre des gros stéréotypes exprès, mais tu vois, la petite dame de 60 ans qui fait pas beaucoup d'activité physique et qui fait 60 kilos, tu vas me dire qu'elle a les mêmes besoins en sel que toi et moi? Tu vois ce que je veux dire? Avec notre gabarit, avec notre activité physique, enfin, moi, je suis des gouttes à l'entraînement comme un malade. Ça peut pas être pareil. Et en plus de ça, un truc qui est très sous-estimé, c'est la quantité de sel qu'il y a dans les produits ultra transformés. C'est-à-dire que quand tu manges des produits ultra transformés, inévitablement, tu es chargé en sodium de folie. Tu peux regarder les étiquettes, voilà. Quand tu manges naturel, il faut que tu sales tes plats, justement. Et très sincèrement, ces derniers jours, ces dernières semaines, même chez nous, il a fait un peu plus chaud, je m'entraîne, je transpire beaucoup plus et j'ai naturellement envie de plus de sel. Ma femme, elle me dit, mais tu sales tes plats comme un fou. Je dis, mais franchement, c'est juste ça dont j'ai envie. L'hiver, c'est pas du tout pareil pour moi, tu vois. Je sale, mais avec beaucoup plus de modération. Là, j'avoue, je bombarde un peu, mais en même temps, je pense que ça me fait juste du bien, quoi. Écoute, c'est vrai que chacun est différent. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner des conseils pour tout le monde. Je ne pense pas que ceux qui écoutent le podcast sont en majorité des personnes de, comme Didi, voilà, de 60-70 ans. Quoique moi, je vais avoir 60 ans, attention. Hein. Il y en a pas mal. Voilà. Donc, tout dépend, voilà, son gabarit. Et je suis d'accord avec toi, mais bon, moi, je ne mange pas de produits ultra transformés. D'ailleurs, je te dirais, là, en fin de podcast, mes 7 principes fondamentaux pour une alimentation saine, qui sont des principes à adapter, peu importe votre régime. Et tu verras que l'exclusion des produits ultra transformés fait partie de ces principes-là. Donc, je te parle du vrai sel, voilà. Pas salé avec exagération, tout comme le sucre. Hein. Mais il y a quand même un minimum. Un minimum et surtout l'été. En termes d'électrolytes, justement, moi, j'ai cherché beaucoup de poudres. J'en ai testé pas mal. Donc, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, donc une poudre électrolyte, en fait, c'est où on va retrouver justement sodium, potassium, magnésium dans des ratios intéressants. Et la grosse difficulté, parce que plein de gens ne savent pas ça, la grosse difficulté des électrolytes, c'est que ça a un mauvais goût. C'est très fort en goût, en fait. Et donc, il y a un besoin de mettre des arômes, de mettre des édulcorants, de mettre du sucre, de mettre des choses qui permettent, en fait,
d'avaler le truc pour avoir, parce que je sais pas si vous avez déjà goûté, mais enfin voilà, du sodium, c'est super salé. Voilà, on n'a pas envie de boire de l'eau salée sans rien. Et du coup, de ce côté-là, est-ce que toi, tu as fait un peu des recherches sur peut-être des poudres qui seraient qualitatives et qui permettraient voilà, d'éviter un peu les trucs un peu chimiques, un peu atroces pour la santé? Ben, je pense que de toute façon, toutes les marques aujourd'hui proposent des électrolytes. Ils sont tous, je dirais, dans la dose journalière admissible. Donc voilà, moi je suis plus aujourd'hui enclin à produire des recettes naturelles, tu vois, des choses simples. Comme tu dis, il y a le sodium potassium. C'est essentiel. Il y a également le magnésium, le calcium éventuellement. Mais tout ça, je dirais, ça se retrouve après dans l'alimentation. Tu vois, je pense pas qu'il faille vraiment des choses spécifiques. Parce qu'aujourd'hui, on va en parler justement de ces dérives depuis ces 10 dernières années. On a encore accentué le nombre de produits, notamment dans des gammes, que ce soit les gammes sportives, que ce soit les gammes pour monsieur et madame tout le monde. Donc, les marchés des compléments alimentaires a explosé quand même. N'oubliez pas que dans les fondamentaux, c'est notre alimentation. Voilà. On est supposé avoir tout ce qu'il faut dans notre alimentation. Le souci, c'est qu'il y a une perte de minéraux. J'ai écrit, sur mes 2 livres, je récapitule quasiment mon travail depuis 10 ans. Et cette perte de minéraux que j'ai écrit dans Hit tome 2, cette dégénérescence en fait des légumes est due à une agriculture intensive, beaucoup axée sur l'eau. Tu vois, il y a beaucoup plus d'eau dans nos légumes. D'ailleurs, tu vois, les fruits n'ont plus la saveur d'antan. Même toi, avec ton jeune âge, tu t'en rends compte. Ah oui. Et puis en fonction de la source, tu sens totalement la différence entre la belle tomate brillante du supermarché et celle que tu trouves qui ressemble à rien chez un producteur qui les a fait à la mano. Ça change tout. Hein. Ça change Après, tout. Voilà, j'ai pas, je dirais, de produits, je dirais, miracles. Il suffit de penser à cette problématique de la minéralisation de l'eau et faire attention donc de prendre de boire de l'eau, mais en rajoutant quelquefois, pas tout le temps, on peut boire de l'eau aussi sans rien. Ce que je veux dire, hein, on va pas boire du jus de pastèque, pas en boire 5 litres par jour, tu vois. Mais... C'est ça. Ok. Tu m'amènes quand même assez facilement sur justement, tu vois, un point qu'on voulait absolument aborder ensemble. C'est un peu ce côté, tu sais, justement, dérive de régime, entre guillemets, de diète, de façon de manger qui ont eu beaucoup de succès avec les périodes. Et ce qui est assez marrant, tu vois, c'est que donc moi, je suis coach maintenant, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que je suis coach. C'est assez fou, ça ne me rajeunit pas. Et donc, j'ai vu passer un peu toutes les modes, évidemment, depuis ces 15 dernières années. Toi, tu en as vu encore plus que moi. Et l'idée, c'est que, tu vois, tu as eu la mode, tu as eu le paléo, tu as eu le cétogène, tu as eu il parlait de ça aussi, Anthony Berthoud et le docteur Mouton récemment parlaient de ça dans la nutrition sportive, où en fait, tu as eu une grosse mode dans l'endurance du low carb et du cétogène. Et maintenant, ils poussent totalement de l'autre côté vers un hyperglucidique où ils essaient de prendre le plus de grammes de glucides par heure. Enfin, tu vois, il y a tout ce truc-là avec finalement ces effets de mode. Et là où je veux en venir, c'est que quand tu as sorti ton premier livre, on ne se connaissait pas encore, nous on s'est rencontrés pour le 2e. Et quand tu as sorti le premier, autour de moi du coup, plein de gens l'ont lu et m'ont dit le véganisme, il faut que je teste le véganisme, tu vois les animaux, ce qu'ils leur font, tu vois, et ils sont rentrés vraiment dans ce truc-là. C'est quoi ton recul maintenant, X années plus tard, sur ce que tu as écrit dans Hit et sur cette mouvance justement végane et si je peux me permettre, ces dérives, parce que comme dans tout, hein, le carnivore, le machin, il y a quand même des dérives qui sont assez impressionnantes, notamment avec les Beyond Burger et les machins et toutes ces conneries. Bon, tu fais allusion à ce livre-là. Ouais, que j'ai lu plein de fois. Et tu l'as chroniqué d'ailleurs. Tu l'as chroniqué à l'époque. Absolument. On ne se connaissait pas, tu l'as chroniqué. Absolument. Donc la postface, c'est « Nous vivons dans une société toxique pour notre santé. La nourriture industrielle nous rend malades. La pollution, le stress et les produits chimiques font partie de notre quotidien. Ce sont des faits. » J'ai dénoncé la maltraitance animale. Je ne parlais pas du tout de véganisme, enfin, dans ce livre. Il se trouve que les enquêtes auxquelles j'ai participé dans les abattoirs, etc., ce courant vegan, donc, se sont non pas appropriés. J'ai fait partie en fait, de cette sensibilisation sur les dérives de l'élevage intensif. D'ailleurs, aujourd'hui, je soutiens mon ami Pierre-Guillaume Mercadal, qui est un éleveur de cochons laineux dans le Tarn-et-Garonne, qui élève 200 bêtes dans 10 hectares. On ne peut pas comparer ça aux 98% de cochons que mangent les personnes qui sortent des
élevages concentrationnaires où ils sont élevés pendant 6 mois dans 1,50 m, même pas 1 m² chacun, et ils mangent la ouichi. C'est pas possible, tu vois. Donc, il n'y a pas matière à comparaison. Donc, moi, j'ai dénoncé les élevages intensifs, j'ai dénoncé ce qui se passait dans les abattoirs, j'ai dénoncé, en fait, aussi cette surcharge, en tout cas, de viande, parce qu'aujourd'hui, on mange de la viande quasiment, certains, on mange tous les jours. Mais en aucun cas, je parlais de véganisme. Et d'ailleurs, c'est pas pour me défendre ou quoi que ce soit, je veux juste mettre les pendules à l'heure. Tu vois. Je commence en fait mon livre avec « On ne doit pas aujourd'hui classer les gens selon leur mode alimentaire ». Donc, je ne parle même pas de végétarisme, etc. Il se trouve que toutes les recettes qui sont à la fin de Hit, il n'y a pas de produits animaux. Parce que justement, je voulais montrer qu'on pouvait se nourrir différemment. Et on pouvait faire des repas sans protéines animales. Et je n'ai en aucun cas fait la promotion du véganisme. Et tu sais, quand tu fais partie comme ça d'une dynamique, d'un mouvement, et encore, je ne cherche pas du tout d'excuses. J'ai encore entendu un influenceur, là, il s'appelle Jean-Baptiste Marché, qui est un petit peu en conflit avec Papacito, qui disait, oui, son copain, le végan, mais je ne suis pas végan, en fait. Citez-moi un de mes écrits, un de mes articles, ou alors une vidéo où je dis go végan. J'ai jamais prétendu être végan. Je l'ai été pendant quasiment plus de 6 mois, en plein hiver, en Mauricie. J'ai perdu 15 kilos parce que c'était pas du tout, c'était plutôt un choc émotionnel et c'était pas à la saison. Et le lieu pour être végan, tu vois, perdu dans la forêt avec du moins 50 degrés. Mais ce que j'avais vu et les retours que j'avais et l'écriture de Hit m'ont vraiment dégoûté, en fait, voilà, bouleversé. Et j'ai eu un refus que j'ai encore aujourd'hui. Et j'ai du mal à manger de la viande rouge et de la viande de mammifère, tu vois, et j'ai pas honte de le dire, mais c'est plus émotionnel. Je me rends compte que c'est un aliment qui est bon pour la santé, si tant est qu'on n'exagère pas. Donc la viande est un aliment d'excellente qualité, si tant est qu'on l'achète avec cette qualité qu'offrent les élevages traditionnels et que ce soit pas de la viande élevée en élevage intensif. Mais dans le livre également, je dénonçais les perturbateurs endocriniens. J'ai dénoncé aussi pas mal de choses, notamment tous les additifs, toute la chimie qu'on trouve également dans notre alimentation. Mais ce mouvement végan est arrivé quand est sorti Hit dans 2014 et sont servis également de mon travail, de la notoriété, du succès de Hit, pour alerter en tout cas les gens sur ce qui se passait dans les abattoirs. Mais en aucun cas, je voulais que les personnes deviennent végans, tu vois. Donc, c'est quoi le problème avec le véganisme selon toi? La limite du véganisme, plutôt, devrais-je dire. Alors, là, tu parles de véganisme. Est-ce qu'on parle d'alimentation ou est-ce qu'on parle de véganisme? C'est pas la même chose. Hein. Tu marques un point. Est-ce que tu peux définir la différence entre les deux? Alors oui, le véganisme, c'est un combat politique, c'est un combat idéologique qui vise à supprimer toute exploitation des animaux. Donc, dans le prêt-à-porter, que ce soit dans le travail de tous les jours, même à la ferme, etc., même les animaux de compagnie, etc., non, on n'exploite pas les animaux. Les animaux doivent vivre libres, comme nous. Et on appelle ça de l'antispécisme. C'est-à-dire qu'on met au même niveau... je vais reprendre l'exemple du moustique d'Emery Caron, je suis désolé, mais bon, il a lâché cette phrase, il n'est pas revenu dessus. Un moustique et une vie humaine. Ok. Bon, j'ai pas besoin de dire autre chose. Non, sur le moustique. Donc, c'est de l'antispécisme. Donc, c'est une idéologie. C'est un combat politique. Il y a eu un certain Gary Yourofsky, je crois, qui avait sorti une vidéo à l'époque. Je crois que c'était la vidéo la plus importante de votre vie. Donc, déjà, c'était les titres putassiers, tu vois, à l'époque, je parle il y a 15 ans, où il expliquait les bienfaits de l'alimentation végan. Il voulait revoir toute l'alimentation humaine. Il a eu beaucoup de succès. Et tu vois, ce qui est très intéressant, parce que j'ai sorti, en fin d'année, tu vois, la jungle alimentaire, donc ce petit manifeste, qui sont que des datas. Hein. C'est pas un livre comme Hit, c'est juste des datas, donc c'est des chiffres. C'est des chiffres qui sont très intéressants parce que lorsqu'on voit l'importance, notamment du véganisme, les végans aujourd'hui sont moins de 100 000 en France. Il faut savoir que les végans, la très très grande majorité, ce sont des personnes qui sont des vingtenaires, des jeunes.
Donc ça veut dire que c'est un combat en fait où c'est vrai que les jeunes ont été happés aussi par ce idéologique. Alors plus c'est vraiment mais oui, ça. c'est une idéologie. Le véganisme, C'est ça. c'est une idéologie. Et moi, ce que je reproche, c'est qu'il y a des quinquas et des gens comme moi qui sont à la tête de ces mouvements. Hein. C'est pas des jeunes. Hein. Mais tous les militants sont des jeunes. Je veux pas faire de référence. Les personnes auront compris de qui je parle. Ensuite, chacun défend son idéologie. Maintenant, de l'imposer aux autres, c'est une autre histoire. Oui. Alors, le véganisme végan a été estampillé sur des aliments. Oui. Mais lorsqu'on mange uniquement des végétaux, qu'on exclut tous les produits animaux, les sous-produits animaux, ça s'appelle le végétalisme. Ce n'est pas le véganisme. Le véganisme, si quelqu'un est végan, il va jusqu'au bout de la démarche. Mais il y a des végans qui portent aujourd'hui encore peut-être du cuir. En fait, des végans, pour eux, il y a personnes qui sont végans, mais il n'y a que l'alimentation. Ça va bien au-delà de l'alimentation. C'est pour ça que je vous dis, les purs végans, les militants et tout, il y en a moins de 100 000 en France. Mais si on revient, par exemple, au végétarisme, je ne remets pas du tout en cause là depuis le végétarisme, j'ai été une partie aussi, j'ai pratiqué ce mode alimentaire. Le végétarisme, on peut manger des sous-produits animaux, mais les végétariens en France, il y en a 0,8%. Donc moi, je m'adresse aux 99%. Je m'adresse à l'ensemble de la population. Oui, mais ça te fait rire parce que alors, je vais t'expliquer. On en entend beaucoup parler. Mais c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes avec moins d'1% de la population qui fait un boucan. Tu vois, comme un bruit de folie, quoi. C'est assez amusant. Mais d'ailleurs, tout comme les carnivores dans certains milieux qui sont encore moins, eux, ils sont beaucoup, beaucoup moins. Et pareil, tu t'entends, c'est juste amusant. Je suis très content que tu aies fait cette distinction entre végétalisme et véganisme, parce que je pense que c'est très méconnu. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ça distingue l'idéologie du mouvement alimentaire, enfin du choix de mode de vie alimentaire, du mode alimentaire. Et du coup, si je peux me permettre une remarque, je pense que mon point de vue, c'est qu'on a un problème à partir du moment où on dit « je suis ». Je pense que ça, c'est une erreur. Dire je suis végétarien, je suis carnivore, je suis, pour moi, c'est une erreur. Parce que tu commences à te définir par ta façon de manger. Et d'une part, pour moi, ce n'est pas une manière de définir son identité. Et d'une autre, ça te coince, ça te bloque. Ça veut dire que le jour où tu as besoin de changer, par exemple, imaginons que tu es carnivore, ça ne te convient plus. Tu es vegan, végétaliste, je ne sais pas comment on va le dire. Et ça ne te convient plus. Et maintenant, tu dois changer. Eh ben, ça te bloque parce que ton identité est allée là-dedans. Et je trouve que pour ça, c'est passionnant que tu aies fait la distinction entre mon idéologie et ma façon de manger. Et d'ailleurs, toi, quand tu l'as expliqué, tu n'as pas dit « j'étais végétarien ». Tu as dit « j'ai pratiqué ce mode alimentaire ». Et c'est une belle nuance. Je suis très content que tu sois venu l'apporter dans le podcast. Merci Jeff. Jack, excuse-moi. Merci Jack. De rien, Eric. On se donne des surnoms. Merci Jack. C'est ce que j'ai écrit, c'est la première phrase. On ne se définit pas par notre mode alimentaire. Ça crée des conflits en fait, tu vois. Ça crée des conflits et ça fait des clivages. Tu vois, il y a une phrase que je sors beaucoup parce que j'aime bien travailler les punchlines. Tu vois, entre pro-végan et pro-carnivore, il y a la majorité silencieuse. Et ceux qui veulent juste bien manger sans devenir des ayatollahs de l'assiette. Maintenant, les limites du coup du végétalisme, elles sont finalement dans certains nutriments qui sont uniquement dans le royaume animal. On peut penser aux oméga 3, PA, DHA, on peut penser à la vitamine B12, etc., au fer héminique. Et donc l'idée, c'est que en 2025, on peut tout à fait manger de façon je sais pas, en végétalisme, je ne sais pas comment on pourrait le dire. Le végétalisme. Parce qu'on a les compléments alimentaires. Mais on ne pourrait pas survivre dans la nature comme ça. Je pense qu'il faut quand même le dire. C'est important juste qu'on le sache. Oui, mais tout comme énormément de gens. Vas-y. Aujourd'hui, on n'est plus. On va parler du paléo, tu vois. On n'est plus à l'âge de pierre quand même. Tu vois. Donc, et qu'est-ce que ça peut nous faire? Moi, franchement, quelqu'un est végan tant qu'on fait pas de prosélytisme. Voilà. Tant qu'on vient pas me les casser, il y a aucun souci. Chacun fait ce qu'il veut. On va pas 100%. Se dire oui, mais parce que tu te supplémentes en B12, alors c'est pas naturel. Oui, mais la B12, de toute façon, aujourd'hui, on la donne aux animaux. Excuse-moi, hein, donc dans l'élevage intensif. Donc il faut vivre avec son temps, tu vois, je vais te dire. Par contre, moi qui suis allé voir mon ami Pierre Guillaume dans le Tarn-et-Garonne, dans des villages de 150 habitants,
va te trouver des plats préparés végans ou des choses comme ça. Non, il n'y a pas. Tu vois, je veux te dire, chacun est face à sa propre réalité. Ouais. Donc, je veux pas être celui qui alimente je dirais, un petit peu des chamailleries de bac à sable. Je me sors de là. Je me sors de là, j'ai plus l'âge et je pense avoir fait ce travail-là. Moi, juste, j'alerte sur le fait que il y a des personnes aujourd'hui qui plongent dans une idéologie qui est pas forcément bonne pour la santé. Mais j'ai connu énormément de végans, tu vois, Jack. Si ce n'est 8 sur 10 qui sont revenus sur un mode alimentaire normal. J'ai connu des crudivores aussi, pareil. Voilà. Dès lors qu'on est seul, on est jeune, on veut militer, oui, pour le bien de la planète, oui, mais si tu manges les animaux, tu n'aimes pas les animaux. Non, mais ça, c'est un truc, ça me rend dingue. Dingue, Jack. J'ai fait un réel, c'est le réel qui a le plus marché sur ma page. C'est-à-dire que je dis que les végans, en fait, se sont accaparés de l'amour qu'on porte aux animaux. Ouais. Parce que je collabore avec avec plusieurs associations animales, ne serait-ce la SPA, par exemple. La SPA, il y a des milliers et des dizaines de milliers de bénévoles. Tu me suis? Oui. Ils aiment les animaux. Ce sont des bénévoles, d'accord? Ouais. Est-ce que tu penses que tous sont végans? Mais bien sûr que non. Ok, on est d'accord. Donc, tu peux pas dire ça. Et donc, il y a des gens qui, si tu veux, ils prennent cet argument de l'amour qu'on porte aux animaux en disant, les animaux, on doit les respecter, on ne doit pas les manger. Je suis désolé, j'ai écrit là aussi une punchline, là, c'était dans le tome 2, les animaux, il y a ceux que l'on aime et ceux que l'on mange. Voilà. Si tu es végan, ça va, tu vas hurler dans les chaumières. Surtout que je connais ton amour pour les animaux qui est très, très fort, justement. Bien plus que moi, je le sais. Et donc, c'est d'autant plus intéressant venant de toi, parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais tu es très impliqué dans la relation que tu as avec les animaux que tu élèves, avec lesquels tu vis, etc. Oui, mais j'en parlerai peut-être bientôt. Ah, ok. Cool. Mais ça me ferait plaisir parce que, moi, je le sais un peu en off et tout, mais c'est pas quelque chose que tu racontes non plus énormément. Et juste, je trouve que ça apporte quelque chose au débat d'en parler. C'est juste pour ça que je me suis permis de le mettre sur la table. Tu fais bien et je veux aujourd'hui apaiser le débat. Voilà, je veux pas jeter l'huile sur le feu. Il faut qu'on se respecte tous et que voilà, qu'on fasse qu'on améliore en tout cas les process d'élevage. Mais quand je vois que L214 fait des manifestations pour supprimer tous les abattoirs, je fais pas moi de l'utopisme. Tu vois, voilà, ça va trop loin à un moment donné. Voilà. Par contre, ils ont eu une action avec d'autres associations qui arrivent là, je dirais à échéance, puisqu'apparemment en 2025, la France va interdire l'élevage de poules en cage. Mais ça, c'est génial. C'est dû à L214 et plein d'autres associations. Tu vois, bravo donc, à eux. oui, bravo à eux. On est 40 ans trop tard, mais bravo. Il faut qu'on se rejoigne sur nos combats communs. Oui. Voilà, il faut qu'on fasse fi de nos différences. C'est très compliqué aujourd'hui. Quand tu parles sociétal, politique, alimentation, voilà, moi je suis une troisième voie. C'est pas la plus bankable ou la plus visible parce qu'il n'y a pas de titre putaclic. Mais moi je pense qu'on peut tous se réunir avec des combats communs et puis qu'on fasse fi de nos différences. Mais aujourd'hui c'est très compliqué. Tu as parlé du paléo. Pour toi, c'est un peu la même chose? C'est un peu un problème de dogme aussi? Je sais que tu aimes bien le régime paléo. Oui. Alors attention, parce que par contre, je veux bien te donner ma propre version après. Parce que c'est important, parce que c'est pareil. Tu sais, maintenant, j'ai quand même pas mal de recul. Donc forcément, j'ai des nuances à apporter. Mais oui, moi, c'est un mode alimentaire que j'aime bien. Ouais. Est-ce que tu es plus spécialiste que moi? Est-ce que tu peux me redéfinir ce que tu entends par paléo? Alors, il y a plusieurs versions selon les spécialistes, etc. Mais en gros, l'idée, et là, je pense qu'on va se rejoindre, la première idée, évidemment, c'est de manger de la manière la plus naturelle possible. À savoir, on se sépare autant que possible des produits ultra transformés, etc. La deuxième chose qui est mise en évidence, c'est l'excès, et je dis bien l'excès, de céréales, de légumineuses et de produits laitiers. Pourquoi? Parce qu'on explique qu'en fait, dans l'évolution humaine, ce sont des produits ou des aliments qui sont récents. Ça veut dire qu'on est selon les 8 000, 10 000, 12 000, tu regardes un petit peu, etc. J'ai parlé de ça avec Yves Pat dans un podcast qui était passionnant. Et donc de dire que certaines personnes se sont adaptées à la digestion de ces aliments, mais d'autres pas. Et donc de dire que pour certaines personnes, revenir à une diminution des céréales, légumineuses et produits laitiers, on parle aussi parfois des pommes de terre, ça dépend, ça a du sens, selon les réactions immunitaires, inflammatoires, etc. Donc là, on va dire que le postulat de base du paléo, c'est de dire, revenons à une alimentation
ancestrale, mais dans son sens la plus naturelle possible. L'énorme nuance que je mettrai maintenant là-dedans, c'est d'arrêter de croire qu'il y a une alimentation paléo pour les 8 milliards d'humains. Ça, c'est une connerie. C'est-à-dire qu'on le voit avec la génomique, on le voit avec l'ancestralité, etc. De toute évidence, on n'est pas tous égaux face à certains nutriments. Je veux dire, tu vas aller amener du lactose à une population asiatique, tu vas leur défoncer le système digestif. Et il y a certaines personnes qui peuvent manger très haut en graisse, d'autres très haut en glucides. Je sais que, par exemple, nous, on a déjà parlé ensemble. Je pense que tu manges plus haut en glucides que, on va dire, que certaines personnes. Et tu t'en sors très bien. Et tu es très bien dans ta peau, dans ton corps, etc. Tandis que certaines personnes, dès qu'elles mangent trop en glucides, elles ont de l'anxiété, du surpoids, des problèmes de digestion, etc. Et donc, si tu veux, moi j'aime bien le paléo comme philosophie de départ autour de l'alimentation, mais qui nécessite par-dessus une surcouche de personnalisation. Voilà, si je devais expliquer le paléo en 2025, ce que je ferais. J'aime bien, je sais pourquoi je t'aime bien, parce que tu es quelqu'un de nuancé. Voilà. Moi j'avais ma version du paléo, parce qu'aliments autorisés, viande, poisson, œufs, fruits, légumes, noix, graines, tubercules, aliments exclus, céréales, légumineuses, produits laitiers, aliments transformés, sucres raffinés. Ok, 100%. Exclus, céréales, légumineuses, etc. On va rester sur l'exclusion, etc. Je suis d'accord avec toi. Moi, tu dis que je mange beaucoup de glucides. Ça dépend les périodes. Là, en été, j'en mange quasiment pas, tu vois. Je suis beaucoup plus sur les graisses, beaucoup plus sur les aliments protéinés. Mais je mange moins de glucides. Ça dépend. Moi, je me connais, en fait, par cœur. Et tu vas me demander peut-être mon plat préféré, etc. Je ne veux pas m'ériger en exemple. Je suis très particulier parce que aujourd'hui j'ai un taux de graisse qui est en dessous des 10%. Je fais énormément de sport. Je fais du sport depuis quasiment. Ouais, et toi, j'ai vu une vignette. T'es taillé, hein. Tu as la ceinture, les barres de chocolat. J'ai un peu séché récemment, ouais. Ça me va bien. Ouais, mais il y a encore 2 à aller chercher là en bas. Ah non, mais là, tu es. Voilà. Par contre. J'ai un métabolisme qui est hyper rapide. C'est-à-dire que moi, si je ne mange pas de glucides le soir, je me réveille le matin, je suis comme ça. Hein. Oui. Moi, les glucides, je les mange le soir. Hein. Mais quand je te dis glucides, je mange 80 grammes de riz cru. Oui. Ça fait donc quoi, ça 250 fait, grammes à la louche, 60, ça fait une grosse poignée. Pas grand-chose, tu vois. C'est pas énorme. Index glycémique bas, puisque tu rajoutes des légumes, des œufs, des trucs et tout, tu vois. Moi, je travaille sur la charge glycémique, pas sur l'index glycémique. Et moi, j'ai besoin de sucre, parce que j'ai toujours très bien digéré les sucres. Et on s'entend par sucre, quoi. Je ne mange pas de grosses quantités, je les mange le soir. Certains, il faudra éliminer le soir, parce qu'ils ont des réserves de glycogène qui sont trop hautes. Voilà, donc chacun est particulier et spécial, tu vois. 100%. Et moi, je suis là pour donner des explications, des clés. Voilà, je vends la canne à pêche si tu veux, mais je vends pas le poisson. Donc, au niveau du paléo, moi, le frein que je vois, c'est que tout ce qui est aliments aujourd'hui, carné, poisson, etc., déjà, c'est le prix. Si tant est qu'on achète de la qualité. Tu es d'accord avec moi? Voilà, donc c'est le prix et c'est de trouver des aliments de qualité. Si vous mangez du bœuf d'herbe, c'est très bien. Après, je vois des dérives. Et là, c'est vrai que c'est un peu plus, c'est le carnivorisme, tu vois. On mange la viande au petit déjeuner avec la moelle, les œufs, etc. Bon, bref. Ça fait partie, pour moi, des régimes, c'est pour moi les plus intéressants parce que ça exclut les aliments transformés, mais comme dans tous les autres régimes aussi, tu vois. Par contre, exclure totalement les céréales, moi, je suis un fan du pain. Moi, je suis là, je veux réhabiliter le gluten. Ça fait partie des peurs qu'on a envoyées. Non, mais tu ris parce que... C'est bien parce qu'il vient dire ça sur mon podcast, il est courageux. Hein. Ça fait à peu près 10 ans que je dis aux gens, arrêtez de bouffer du gluten. À tous les repas. C'est bien, on va avoir une bonne discussion. Eh oui, je sais, tu sais, je sais où j'interviens. En vrai, je suis content qu'on en parle. Je veux réhabiliter le gluten, tu vois, mais là aussi, bon, on va finir avec le paléo. Donc pour moi, je vois que c'est un régime spécifique qui peut convenir à des compétiteurs, qui peut parvenir à des personnes et tout. Mais moi, ce qui me fait sourire, c'est que lorsque les personnes après deviennent parents, lorsqu'ils ont des enfants, ils oublient très vite leur mode alimentaire un peu. Tu vois ce que je veux dire? Je vois, ouais. T'as un enfant, tu le nourris normalement. Voilà. Et c'est quoi la nourriture normale? C'est le régime méditerranéen. Bon, voilà. Avec toujours de bons produits, des produits locaux. Mais je vous donnerai mes 7 clés, en tout cas. Voilà. Le régime paléo, pour moi, je critique ceux qui font un régime paléo en achetant la viande low cost. Une viande qui est bourrée d'oméga 6, d'acides gras pro-inflammatoires, café d'antibiotiques si vous achetez du cochon, etc., etc. Des œufs, si possible, achetez des bleus blanqueurs parce que sinon vous allez vous flinguer, quoi, tu vois.
Bon, je sais que tout ça, tu le dis dans ton podcast, j'ai pas envie de redire, tu vois, les choses. Mais là où je trouve ça intéressant, en fait, c'est de faire c'est de faire le parallèle entre alors, parce que moi, je l'ai vu ça. Des gens qui mangent le paléo, qui se chargent, tu sais, beurre de cacahuète, miel, bam, mais tu sais, en quantité complètement indécente, et qui effectivement, du coup, peuvent se faire, tu sais, de la charcuterie ultra transformée et tout le truc parce que c'est paléo. Mais pour moi, c'est exactement la même chose que la personne qui mange vegan et qui va se faire des Beyond Burger et toutes ces conneries. En fait, c'est la même dérive qui n'a plus aucun sens. On te dit dans le véganisme et dans le paléo, et même dans le carnivore d'ailleurs, la fondation de toutes ces alimentations-là, c'est un retour au naturel. Alors, on n'a pas tous la même définition du retour au naturel, mais ça reste le retour au naturel. Pour certains, c'est le naturel carnivore, pour d'autres le vegan, pour d'autres le paléo, machin. Dans tous les cas, il n'est pas question d'aller bouffer un burger avec des trucs ultra transformés, de la midonnerie et je ne sais pas quel additif pourri, ou de la charcuterie avec 26 conservateurs, des nitrates de partout. Tu vois, c'est ça en fait l'idée, c'est de revenir à la base. Tu parles beaucoup de revenir aux fondamentaux, tu nous donneras après tes clés là-dessus. Mais effectivement, je trouve qu'on peut très facilement, d'une part, tomber dans le dogme, ce que je déteste absolument, et d'une autre, pousser le truc trop loin, quoi. Mais je comprends que tu étais séduit, toi, par le régime paléo. Tu souffres un petit peu du côlon irritable. En tout cas, tu souffrais, tu t'en es remis. Oui. Tu pars de loin quand même. Hein. Bon, tout le monde connaît ton histoire. Hein, mais le sucre et tout, j'ai fait un podcast. Hein. Tu sais, j'ai ouvert un podcast qui s'appelle La Jungle Alimentaire. Tiens, je peux faire la promotion sur ta chaîne. Ça s'appelle La Jungle Alimentaire, où je parle avec des personnes de leur alimentation, de l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Et le premier invité, c'est un invité un peu clivant qui s'appelle Papacito. L'épisode fait un carton. Directement là. Oui, j'aime bien. Tu vois, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup humainement. J'apprécie beaucoup. Après, il a ses idées, etc. Son franc-parler. Mais ce qu'il dit, c'est totalement cohérent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quelqu'un qui me soutient, notamment au niveau des élevages intensifs. Même si c'est un pro carné, même si c'est un pro corrida, tu vois. Moi, j'aime l'humain, en fait. J'aime l'homme. Après, ses combats, ses positionnements, voilà. Donc, ça s'appelle La Jungle Alimentaire, voilà. On n'est pas obligé d'être 100% d'accord à partir du moment où on peut se respecter. Voilà. Oui, écoutez l'autre. On en est là, exactement. Voilà, exactement. Tout à fait. Et donc, je te disais... réel, juste parce que je vais faire la pub de ton podcast. Moi, je me permets. C'est le mien, je fais ce que je veux. Non, en vrai, j'ai pas vu le podcast en entier, donc je ne vais pas mentir. Par contre, j'ai vu passer pas mal d'extraits. Okay. Et je trouve qu'au moins, tout ce qu'il avance, au minimum, c'est cohérent. Ouais. T'es d'accord, t'es pas d'accord, on peut en parler, mais c'est pas aberrant, tu vois, parce que t'as des gens qui te lâchent des bombes qui n'ont pas de sens. Lui, au moins, c'est construit. Tu vois qu'il a réfléchi le truc, tu vois qu'il te le dit avec sincérité. J'adore. Il n'a pas réfléchi, c'est du 100% naturel, ça s'appelle le sucre, c'est ma drogue dure. Là aussi, je fais des titres tendance, hein. Mais c'est vrai, il le dit en fait dans le podcast. Donc, le podcast s'appelle La Jungle Alimentaire. Et je parle pas du tout, en fait, de ses écrits, de ses positionnements, de politique, de société. Je parle que d'alimentation. C'est ça. Donc, je vais inviter tout le monde, tous ceux qui pourront, enfin, qui me diront, qui accepteront l'invitation, tu vois. Donc, et tu en feras partie, mon ami. Donc, avec grand plaisir. Mais on parle, à toi, c'est vrai que c'est un peu ta spécialité. Mais là, le concept, en fait, de la jungle alimentaire, c'est de faire intervenir des personnes qui sont pas connus pour, je dirais, être des influenceurs santé ou dans le domaine de l'alimentation, et de leur parler de leur rapport à l'alimentation. Et c'est toujours très, très, très intéressant, notamment là par rapport à Hugo, par rapport à son rapport au sucre. Et je pense que tu t'es reconnu. Ah oui, alors là, à fond, bien sûr, ça me parlait. Et de toute façon, je pense que ça parle à peu près à toute notre génération, parce qu'on a été élevé dans le sucre, pas avec, mais dedans. Et donc forcément, ça nous parle, bien sûr. Alors, pour le paléo, je vous ai donné mon avis. Là aussi, ça fait partie, je dirais, de ces régimes dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Je te faisais une aparté sur le gluten, en te disant, je voudrais être celui qui veut réhabiliter le gluten. Alors là, je parle à des personnes qui ne sont pas intolérantes au gluten, qui n'ont pas cette pathologie. Là aussi, c'est moins de 1%. Hein, il faut quand même remettre, qui n'ont pas cette maladie déclarée. Il y en a qui sont sensibles au gluten. Tu l'as très bien expliqué pourquoi, avec la dérive de, je dirais, du blé, OGM, etc. Et surtout des levures. Moi, je te parle du blé, du pain notamment. Je te parle pas des pâtes. Je suis pas forcément un pro des pâtes, mais je suis pas italien, c'est pour ça. Mais je te parle du bon pain à la française et du pain au levain. Il faut savoir que le pain, moi aujourd'hui, je trouvais un boulanger, Jack, vraiment extraordinaire. Si tu viens ici, il faudra que je t'en fasse goûter. Ah oui. Il travaille tous ses produits au levain. Il fait pas de la baguette.
C'est son levain qu'il produit. C'est des farines anciennes. Il fait un pain qui s'appelle le copain. C'est une espèce de miche énorme, tu vois, qui doit faire 5 kilos. Donc, il te la coupe. Tu prends un quart, un demi, peu importe. La coupe au poids. Moi, j'ai un grand couteau à pain. Je me coupe une tranche ou 2 tranches par jour. Je suis pas un gros mangeur de pain, tu vois, mais du pain au levain. Tu sais, avec cette odeur-là, il faut savoir que le levain permet de digérer le gluten, en fait. Tu vois. Et si tu n'en manges pas beaucoup, si tu n'as pas d'intolérance, tu ne dois pas te supprimer du pain. Surtout qu'il y a des gens qui ne sont pas intolérants au gluten, qui vont acheter du pain sans gluten ou du pain, tu sais, des trucs immondes qui sont sous des sachets plastiques dans les supermarchés. Tu sais, ce pain-là avec d'autres types de farine, etc. Oui, c'est pire. Voilà, c'est pire. On est bien d'accord. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autre alternative au pain. Moi, je suis là pour les fondamentaux. Je veux rassurer les personnes si elles ne sont pas intolérantes. Choisissez par contre un boulanger qui fait son propre levain, en tout cas qui fait le pain au levain. C'est-à-dire que le levain, il faut le laisser, si tu veux, reposer quasiment toute la nuit pour que le pain fermente. Et c'est cette fermentation, comme la lactofermentation, tu vois, qui permet de digérer notamment le gluten, et c'est fantastique. Une tranche de pain grillé avec de l'huile d'olive, un petit peu, 2 tranches de tomates, un petit peu d'ail écrasé. Bah, il faut pas avoir de rendez-vous galant après, hein. Non, mais qu'est-ce que c'est bon. Et puis une petite sardine dessus. Ah oui. Ça, tu mangeras ça chez moi quand même, si je te mets une tranche de pain. Alors, chez toi, je mange ça, mais je mangerai une tranche pour pas me niquer le ventre. Mais oui, je mangerai une tranche avec grand plaisir. Alors, je vais te raconter un petit truc là-dessus parce que je pense que c'est vraiment, ça va mettre de l'eau à ton moulin, comme on dit. Okay. J'ai fait une vidéo sur le pain qui a fait presque 200 000 vues, donc c'est quand même déjà pas mal. Et en fait, je commence par un postulat qui est le pain version 2020 n'est pas ton ami. Et j'insiste bien, le pain version 2020. J'explique pourquoi avec le gluten moderne, avec l'index glycémique, avec les additifs, etc. Mais je différencie radicalement, d'ailleurs j'en parle dans la vidéo, la baguette de l'Intermarché, là, que je suis allé acheter une baguette, ça m'a... J'ai lu la description, etc. pour la vidéo, j'ai lu les ingrédients, et je différencie totalement ce pain de le pain semence ancienne, à la main, au levain. Ça n'a rien à voir. En fait, on pourrait recomparer le jus d'orange Minute Maid avec l'orange pressée pour moi. On est sur 2 choses radicalement différentes. Malheureusement, elles portent le même nom, mais ça n'a rien à voir. Et tu as 100% raison quand tu expliques que la fermentation et le levain facilitent la digestion, l'absorption du gluten. Et je voulais insister là-dessus, ça peut même aller plus loin. C'est-à-dire que dans certaines études, on remarque que les aliments fermentés favorisent la diversité du microbiote et la baisse de l'inflammation. Et certains spécialistes sont en train de proposer que dans la liste des aliments fermentés, on mette le pain au levain. Donc t'imagines, pour être probiotique en fait. Alors ça s'entend si tu n'as pas, comme tu le dis, si tu as un intestin irritable, si tu as une maladie auto-immune, etc. Là franchement, le gluten, en tout cas un temps, c'est quand même mieux de s'en passer. Mais on va dire que pour la majorité de la population, pour moi, il n'y a aucun problème à une consommation modérée. Comme toi, tu me parles d'une tranche ou 2 par jour. On n'est pas aux 400-800 grammes que moi je me faisais quand j'étais gosse. On est d'accord? Oui, c'est ça. Après, c'est peu, mais je te dis, voilà, 2 tranches par jour, c'est très bien. C'est très bien, surtout que c'est du très bon pain. Et voilà, il faut pas se lever aussi le plaisir. Après, le pain, ça a été une habitude chez beaucoup, notamment chez nos parents, chez les boomers aussi, tu vois, avec cette fameuse baguette de pain où tu vois les personnes qui ont 70, 80 ans qui partent de la boulangerie avec 3-4, tu vois, baguettes. C'est le pain blanc, c'est une habitude. Tu mets le fromage, tu sauces les plats en sauce, etc. Tu vois. Dès lors que tu as une autre alimentation, le pain, en fait, est peu nécessaire. Mais voilà, je voulais rétablir en fait cette peur du gluten, en tout cas l'atténuer. Oui, et là où tu as 100% raison, c'est extrêmement important que tu en parles, c'est sur le fait que c'est pire d'aller chercher le vieux pain sans gluten là, que moi j'ai pris quelques fois au tout début quand je faisais mes recherches alimentaires pour me soigner. C'était... quand tu lis les étiquettes maintenant, tu te dis mais jamais plus de la vie je peux manger ce truc. En fait, c'est pire. C'est le Mars du pain, le truc. Tu vois, c'est une catastrophe en fait. Du coup, il vaut clairement mieux aller dans une boulangerie. Le seul truc, c'est que je pense, tout comme pour l'élevage, etc., il y a un effort à faire. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité d'aller chercher, tu vois, la boulangerie qui travaille bien, la viande qui était, la bête qui est élevée correctement. Tu vois, il y a ce petit effort, je pense, à faire parce que c'est quand même plus facile d'aller au supermarché, il faut le dire, et de prendre sans regarder, tu vois.
Les 2 tiers de la population française va au supermarché faire ses courses. Mais on peut aller au supermarché faire ses courses. N'achetez pas votre pain au supermarché, quoi. Repérez un boulanger, il y en a quand même beaucoup encore en France, tu vois. Même dans des villes moyennes, même dans des petits villages, il y a encore je dirais, cette spécialité française. Et il faut soutenir nos petits artisans, comme il faut soutenir nos petits éleveurs, si tant est que vous mangez de la viande, bien entendu. Si vous n'en mangez pas, c'est un choix, dès lors que c'est pas juste un choix éthique. Mais il faut soutenir vraiment ces petits artisans. Ils font vraiment de très très bons produits. Mais vraiment le pain, comme les petites viennoiseries, tu vois, je m'en fais de temps en temps. Mais là aussi, moi, je peux me permettre beaucoup de choses. Valérie, peut-être un peu moins. Chacun est différent. Mais j'ai toujours été prôné, et toi, tu connais parfaitement mon travail. C'est pour ça que je suis très à l'aise avec toi. Parce qu'on peut se faire plaisir avec des petites viennoiseries. Tu vois, j'ai vécu très longtemps au Québec. Chaque fois que je retournais à Montréal, je me jetais à la boulangerie française. Tu vois, je m'achetais 2-3 pains au chocolat et je me faisais mes 1000 calories, tu vois, viennoiserie. Comme ça, c'est fait. Comme ça, c'est fait. Bref, tu te mets la dose, tu vois. Ça C'est va comme mieux. quand tu prends une cuite. Là, mais même, tu vois, après, moi, je fais pas trop attention à ça. Surtout que l'effet placebo est important. Si on se dit, voilà, on va manger un plat de pâtes, demain, ou je mange une pizza. Demain, je vais pas digérer, je vais être malade et tout. C'est sûr que tu seras malade, tu vas pas digérer. Certain. Voilà. Il faut pas culpabiliser, tu vois. Non. Et tu sais que ça va dans les deux sens. J'ai vu, je pense que c'est Pierre Etchart qui parle de ça pour le moment, et je trouve ça absolument passionnant parce que Pierre Etchart, malheureusement, il n'est pas toujours accessible dans sa manière d'expliquer les choses, mais le fond, c'était l'interprétation que tu as de ce que tu manges influence directement l'impact dans ton corps. C'est quand même fascinant. Donc ça veut dire que si tu dis ça va me faire du bien, ça va me faire du mal, eh bien, ça va plus te faire du bien ou plus te faire du mal que si tu mangeais la chose de manière totalement neutre. Donc, la puissance de l'esprit, tu vois, avec toute cette approche quantique, etc., moi, j'ai trouvé ça fascinant. Et là où je te rejoins à 100%, c'est le côté culpabilité, le côté mise sous pression, tu vois. Je vais aller me chercher le pain au chocolat, mais je vais le manger, tu sais, un peu pas bien, puis après, je vais me... Non, surtout pas. Moi, j'en parle toujours. Je dis, si tu veux te faire un pain au chocolat, surtout, va le chercher. Mais savoure-le, surtout, justement, tu vois. Profites-en. Malheureusement, on a beaucoup de gens qui n'ont pas le recul que tu as par rapport à l'alimentation. Comme moi, avant, j'avais quand même des problèmes d'addiction, un peu de troubles alimentaires, tu vois, à manger un peu au niveau émotionnel. Je pense que ça t'a jamais trop touché, n'est-ce pas? Non. C'est ça. Non, j'ai pas été... moi, c'était plutôt les problèmes de poids. J'avais tendance à manger pour pas perdre du poids. Tu vois, moi, c'est la maigreur qui m'a... Moi, je suis l'inverse de toi. On est tu vois, tu es le côté clair, moi, je suis le côté foncé. Voilà. Tiens, je vais faire juste une aparté. Là, j'ai un article qui va sortir dans le magazine La Furia, là où je suis avec Papacito, Oberton, etc. C'est le mois prochain. J'ai fait un article sur Ozzy Osbourne. Tu connais ce chanteur Ozzy Osbourne? C'est le chanteur de Black Sabbath. Il faut savoir que Black Sabbath là, a fait son dernier concert de Birmingham. Là, c'est le 5 juillet. Donc, ça va être juste avant la publication de ce podcast. Donc, un grand événement où tous les chanteurs de la planète métal vont participer. Et j'ai fait une association entre Ozzy Osbourne, il y a une anecdote où il croque une chauve-souris sur scène. Enfin, il a fait tout des... Ah oui, mais Ozzy Osbourne, c'est un personnage. C'est vraiment lui, le pur, tu vois, rockstar qui a fait tout et n'importe quoi. Et j'ai l'associé en fait au ketchup. Bon, c'est dans l'article, ça se marie très bien. Moi, je suis un des spécialistes de relier des choses qui n'ont pas de l'article sera sorti, donc tu peux nous en parler. Oui, il sort le 14 juillet. Ouais. Et en fait, dans cet article-là, je parle du ketchup. Parce que figure-toi que le ketchup, je l'ai réintégré dans mon alimentation. Ah, ben là, tu vas pas faire plaisir à tout le monde, donc raconte. Ah, ça me plaît, ça, voilà. Il faut savoir que le ketchup, déjà, c'est du concentré de tomate. Donc, c'est du lycopène. Donc, c'est plutôt bénéfique, le concentré de tomate. Dans le ketchup, il n'y a pas de conservateur, je dirais, chimique. Il y a donc du principal aliment, on accuse le ketchup d'avoir trop de sucre. C'est vrai, il y a 25% de sucre. Oh, mais t'en manges 4 grammes, ça va. Enfin. Voilà, bon, t'as tout dit, Jack. Enfin, excuse-moi, mais c'est ça l'argument, il est pourri, quoi. Pardon, je voulais pas t'interrompre, mais là, vraiment, l'argument, il tient pas, quoi.
Non, Comment ça, l'argument, il tient pas? De réintégrer. Il tient pas. Si c'est pour dire c'est le problème, c'est le sucre. Oui, si tu te fais toute la bouteille. Ah, mais voilà. Non, mais tu vas te faire quoi, tu me une cure coupes à l'herbe soupe sur le pied. Non, mais Pardon. très souvent, tu vois, on l'écarte. Bon, j'exagère en disant, je mange pas tous les jours, bien entendu, tu vois. Évidemment. Mais je l'ai conseillé, par exemple, à certains parents de rajouter juste un petit poil tu vois, un petit pointe de ketchup sur des brocolis que les enfants mangeaient jamais. Ben, ils ont mangé. On peut se garder ça, c'est un condiment. Tu vois, là aussi, il faut revenir sur un peu de bon sens. Alors, bien sûr, c'est du Heinz, bien sûr, c'est un produit américain. On est d'accord. Mais il y a des produits qu'on a totalement écartés. Et en fait, on n'a pas conscience que la quantité que l'on mange est infinitésimale. Donc, ça n'a aucun impact sur notre glycémie. Quand, comme tu dis, dans un repas en plus. Dans un repas, tu vois. Donc voilà, c'était juste une petite aparté. Je pensais, je regardais la couleur de ma casquette, je me suis dit, il faut que je parle du ketchup. Mais voilà, ça fait partie aussi, tu vois, un peu de cette désinformation dont on a fait partie peut-être pendant ces 10 ans, quoi. Je voudrais qu'on parle si tu veux, du crudivorisme, parce que ça aussi, tu me parlais de Pierre Etchard, qui est un ami, voilà. Je savais pas que vous connaissiez. Oui, on se connaît, et puis il est intervenu plusieurs fois à mes côtés. J'aime beaucoup Pierre. Bon, il est dans son monde, hein, il est aussi dans il a un positionnement, voilà, qui est le sien. En tout cas, il a des réflexions qui sont pour moi aussi d'ordre philosophique, qui sont assez intéressantes, mais très liées donc à Thierry Casasnovas. Ils sont très très proches donc tous les deux, et Thierry Casasnovas quand même a fait partie, et je l'ai connu à cette époque-là. On s'est connu en 2014 avec Thierry, parce qu'on a fait la première conférence avec Corinne Gouget à l'époque et Claire Sévrac. Ça s'appelait Alerte à la santé, et donc Thierry a fait partie de la popularisation, si tu veux, notamment des jus. Oui. Du 100% jus, et il y a des personnes qui en 10 ans consommaient plus que des jus, et on a vu voilà, les limites de ce mode alimentaire, de ces dérives. Donc là, ça a été la mode des extracteurs de jus. Je dis pas que c'est pas bien. D'ailleurs, moi, j'ai un extracteur de jus. Je me fais des jus de légumes de temps en temps. Je me fais toujours ce super jus curcuma, gingembre, citron. Le jus jaune, voilà. Rien que pour ça, investissez dans un extracteur de jus. Ça coûte pas très cher aujourd'hui. Vous en trouvez à moins de 100 €. Si j'ai un conseil à vous donner, investissez plutôt sur du bas prix. Même si ça vient de Chine, ça durera pas des années, mais au moins ça fera le job, plutôt que des accessoires qui coûtent plusieurs centaines d'euros, sauf si vous en faites une utilisation intensive ou tous les jours, bien entendu. Ouais, si tu en fais un ou deux par jour, voilà. Là, il vaut mieux prendre un bon truc pour que ça tienne le coup. Tu vois, là aussi, ça fait partie un peu de la désinformation, parce que des jus ont été curatifs également. Mais lorsqu'on a des pathologies, tout comme le jeûne, il y a du jeûne curatif, tu vois. Mais il faut faire attention qu'il y a eu ces dérives-là, et le crudivorisme, notamment avec Irène Grosjean, pour moi, a fait beaucoup de mal également. Parce que j'ai du respect pour Irène Grosjean, qui est plus parmi nous, qui est morte malheureusement dans un accident de voiture, mais bon, elle avait plus de 90 ans, donc elle a vécu assez longtemps, et sa longévité fait que son mode alimentaire, voilà, a été, en tout cas, le soutien, bec et ongle, et elle dit que c'est, voilà, qu'elle détient la vérité. Et moi, je suis toujours très prudent par rapport à des personnes comme ça qui détiennent la vérité, qui sont jamais dans le doute, tu vois, et qui, voilà, Irène Grosjean peut-être a été crudivore toute sa vie, mais bon, c'est Irène Grosjean, c'était pas un maçon qui va travailler 10 heures par jour à l'extérieur, on est d'accord, et qui pèse 120 kilos, on est d'accord. Le crudivorisme, là aussi, on nous a inventé, le crudivorisme, c'était quoi? C'était un peu, tu vois, cette recherche de la pureté alimentaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc on mange, là, il faut manger les aliments crus, parce que sinon la cuisson détruit les nutriments. Ce qui est potentiellement vrai, mais il faut la nuancer, parce qu'une cuisson douce, une cuisson vapeur, parce qu'il n'y a pas de cuisson douce, là aussi, la vapeur douce n'existe pas, c'est la vapeur ou pas de la vapeur. C'est à partir de 92 degrés, ça devient de la vapeur, après, pas doux ou pas doux. Tu vois, on ne peut pas mesurer. Mais toute la cuisson vapeur, on va garder quand même l'essentiel des minéraux. On va en perdre. Et puis avec la cuisson, on va rendre beaucoup de nutriments justement biodisponibles. Biodisponibles. Et tu as la biodisponibilité qu'on n'a pas forcément dans le cru. Je te prenais l'exemple du lycopène, tu l'as dans les tomates cuites, pas dans les tomates crues. Et également, et là tu peux m'appuyer là-dessus, c'est la digestibilité. Va manger un brocoli cru, compliqué, brocoli vapeur, déjà ça passe beaucoup mieux. Et donc moi je prône l'assimilation, plutôt que, tu vois, garder l'essentiel des minéraux et des nutriments. Donc pour moi, c'était un point assez négatif concernant le crudivorisme.
Bien sûr. C'est vraiment une alimentation qui ne m'a jamais parlé. Alors, ce n'est qu'un avis personnel, ça n'a rien de scientifique. Je veux vraiment être clair Mhm. là-dessus. Moi, ça m'a jamais parlé, même quand j'avais mes problèmes, etc. Parce que pour moi, ça semblait pas logique de soigner mon inflammation avec des choses qui sont indigestes. Ça n'avait pas de sens pour moi, tu vois. Parce que je voyais bien à quel point la cuisson, justement, facilitait la digestion de certaines choses. Et puis, ça, c'était peut-être mon billet de sportif, mais on sait que les protéines, les acides aminés sont bien mieux assimilés avec les produits cuits. C'est d'ailleurs ce qui fait probablement que l'humain a évolué comme il a évolué grâce à la cuisson, puisqu'on est les seuls à cuire nos aliments comme ça. Donc, moi, ça ne m'a jamais parlé. Et de nouveau, je trouve que le crudivorisme, tout comme voilà, d'autres modes alimentaires, euh, il y a un peu un côté sectaire, tu vois. Il y a un peu ce côté, on a la vérité, c'est comme ça qu'il faut faire, tu vois, vous avez tort. Et ce qui ne veut J'ai un pas peu du dire mal. de ne pas manger de cru. Tu vois, mon grand-père me Bien disait sûr. mange salade, jamais malade. Je sais qu'il y avait de la salade tout le temps en fin de repas, quoi. Tout le temps, avec la vinaigrette, tu vois, Ouais, 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 avec le pain, parce qu'avec le pain, tu manges quand la même. salade, tu Les vois, voilà. traditions, Les les traditions. traditions. Mais voilà, il faut manger cru l'été, tu vois, faut manger de saison. Mais ça fait partie aussi de mes 7 principes fondamentaux. Une des questions que vous me posez le plus, c'est mais si on arrête de manger ce qui est inflammatoire, qu'est-ce qu'on met dans notre assiette? Et c'est pour répondre à cette question précisément qu'on a créé un livret de recettes anti-inflammatoires. Dans ce livret, vous allez trouver plus de 60 recettes différentes, toutes anti-inflammatoires évidemment. La plupart sont extrêmement simples et rapides parce que moi, ce que j'aime, c'est bien manger, mais de manière très pratique. Et dedans, on a ajouté 2 bonus que j'aime particulièrement. Le premier, ce sont nos propres petites astuces sur comment consommer ces recettes, celles de Nat et les miennes, où on va vous donner des petits trucs pour bien les adapter à vos propres goûts. Et la deuxième, c'est une vidéo spécifique où je cuisine les repas de ma famille, où je vous montre comment je fais en vrai pour vous inspirer. Ce livret de recettes est disponible dans la description. C'est l'achat ou le cadeau parfait pour prendre soin de votre santé tout en voyant votre temps en cuisine franchement facilité. Alors, on va venir là-dessus si tu veux bien, d'accord? Donc, pour ceux qui sont encore avec nous après ce moment-ci, ce qu'on va faire, c'est que Gilles va nous expliquer ces 7 principes parce que je pense que voilà, il y a vraiment une grosse importance pour toi et pour moi d'ailleurs de revenir aux fondamentaux, excuse-moi. Ouais, Je te dirais si je suis pas d'accord. ouais, Et, ça m'étonnerait. et la chose d'après, c'est que j'ai quelques petites questions un peu punchy pour toi, comme ça, pour que les gens apprennent à mieux te connaître et encore plus connaître ton avis sur certaines choses. Alors, est-ce que tu peux nous exposer ces 7 principes? Ça m'intéresse beaucoup. Avec plaisir, mon ami. Les 7 principes clés, tu vois, dans le tome 2, la postface donc, de celui-ci, c'est quand on est perdu, il faut revenir aux fondamentaux. Donc, c'est les fondamentaux et vous verrez qu'ils s'appliquent à quasiment tous les modes alimentaires, peu importe celui que vous pratiquez. Premier, c'est mange de vrais aliments. Des aliments issus de la nature, ceux que l'être humain consomme depuis des millénaires. Là, on rejoint aussi le régime paléo, tu vois, ou le régime même crudivore. Manger de vrais aliments. Deuxièmement, il faut éviter les produits industriels. Tout ce qui est additifs chimiques, les graisses hydrogénées, les sels, les sucres raffinés, voilà. Tout ça, en fait, c'est à la base de la majorité des maladies modernes. Donc, ça s'appelle les aliments transformés. On va les écarter. Alors, éviter, ça ne veut pas dire supprimer totalement. On est d'accord, on va modérer tout ça. Hein, mais pour l'instant, on va les exclure totalement. Troisièmement, c'est privilégier des aliments de saison. Là, on l'a expliqué. Pourquoi l'été, il y a des légumes qui sont gorgés d'eau? Parce qu'on a besoin d'eau, donc il faut privilégier ces légumes-là. Les légumes racines, c'est l'hiver. L'hiver également, on mange un peu plus de calories. Salut à notre ami Fred Delavier, hein, le roi de la calorie. Donc, il faut manger des calories. Et donc, voilà, privilégier des aliments de saison. Le quatrième point, ça me tient à cœur parce que, tu sais, j'ai essayé de rechercher la cause des causes. Pourquoi aujourd'hui on est malade? Pourquoi notre mode alimentaire a tellement dérivé? Je l'ai trouvé. C'est la mienne, hein. C'est celle que je défends. Je dis qu'on mange plus par gourmandise que par nécessité. On mange parce que c'est bon au goût. Et souvent, on a tendance à en manger trop, à manger avec excès. Donc là, il faut essayer de mettre notre gourmandise de côté, de manger vraiment par nécessité et de ne pas manger avec excès.
Le 5e point, pour moi, est aussi très important parce qu'on ne peut pas bien se nourrir sans cuisiner. Voilà, c'est mission impossible. Cuisiner, c'est repas. 6e point, on en a peu parlé, mais on n'a pas parlé du jeûne, par exemple. Moi, je ne pratique pas le jeûne. Sauf si je suis malade ou si je n'ai pas faim, etc. Ça peut m'arriver, mais je ne suis pas quelqu'un qui va pratiquer le jeûne de façon intensive ou régulière. Pourquoi ? Parce que pour moi, le jeûne, on le fait tous les soirs, toutes les nuits. Si tant est qu'on garde 12 heures entre notre dernier repas et notre premier repas de la journée. Pas le cas de tout le monde. Non, Jack, pourquoi ? C'est notre société moderne. On se couche tard et on se lève tôt. C'est pour ça qu'il y a eu cette mode du régime intermittent. Et régime intermittent, pour moi, c'est un peu une hérésie, mais je le comprends. Il y a des gens qui n'ont pas faim le matin, parce qu'ils ont mangé trop tard. Si tu as 7-8 heures, tu peux pas. Moi, je le remarque. Hein. Quand je mange trop tard, des fois, je fais dans des podcasts, j'ai des émissions, ou même je sors. Je rentre, il est minuit, je sais qu'il faut pas, mais j'ai faim, je mange, etc. Je mangerai pas à 8 heures lorsque je me lève. Déjà, je n'aurai pas faim, tu vois. Donc là, il faut pas manger, il faut que vous gardiez ces 12 heures. Si tant est que vous gardez 12 heures, alors on n'a pas cette régénérescence, cette régénération qu'on appelle l'homéostasie, etc. Je vais pas revenir. Non, il n'y a pas besoin. Non. Autophagie, etc. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais si tant est, faites l'expérience, essayez de manger tôt et déjeuner un petit peu plus tard, ou même déjeuner sur votre lieu de travail, ou voilà. Gardez ces 12 heures, vous verrez, ça va vous changer la vie, hein, vraiment. Donc c'est pratiquer le repos digestif. Gardez ces 12 heures. Voilà, 12 heures, c'est le minimum. Okay. Et le 7e, c'est celui que je préfère. Je te parlais de mes viennoiseries et tout, c'est transgresser les règles. Voilà. Faites-vous plaisir. La 7e règle, c'est de flaguer les 6 Open premières. bar, voilà, c'est transgresser les 6 règles. Tu as tout à fait compris. Parce que l'alimentation, c'est pas une dictature ni une idéologie. L'alimentation, ça sert à rester en vie, voilà. On vit pour, non pas pour manger, mais voilà, il faut se faire plaisir. Tu le dis aussi très justement, voilà, mais il faut le faire avec modération. L'importance, en fait. Alors, je voulais parler avec toi parce qu'il y a 2 points qui ont particulièrement attiré mon attention. C'est d'abord de ne pas manger en excès. Je pense que c'est quelque chose qui est assez, comme on en a parlé, assez naturel pour toi. Et je constate qu'il y a des gens pour qui c'est très naturel et d'autres pas du tout. Est-ce que tu as des stratégies, des techniques pour les gens qui ont tendance à manger en excès ? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour manger plus raisonnablement ? Moi, je pense que je peux leur conseiller de rajouter à foison des légumes vapeur. Hein. Commencer le repas avec vapeur. Ça. Peut-être pas le repas, mais en tout cas, rajouter ce genre de choses parce que ça remplit, c'est des fibres en tout cas. Moi, je mange des légumes vapeur quasiment à tous les repas, mais je n'ai pas un gros appétit en tout cas. Je suis un fervent adepte des soupes. Et même l'été, je mange la soupe à température, c'est-à-dire je fais une seule soupe par semaine. Je la fais donc pour 3 ou 4 jours. Je la réserve dans des bouteilles en verre. Je la mixe, je la garde pas en morceaux parce que je préfère mixer ça et je rajoute très souvent un petit bloc de tofu lacto-fermenté. Ça me fait une soupe protéinée, tu vois. Je fais ça en entrée parce que je prends la soupe en fait moi dans des mugs. Je prends pas la soupe comme mon grand-père, tu vois, avec la cuillère. La soupe, oui, je me rappelle dans l'assiette profonde. Là. Avec le bruit surtout, tu vois. Oui, surtout. Oui, après tu laisses de tremper le pain, tu rajoutes un peu de vin rouge, tu vois. Voilà. On avait le beurre, la couche de beurre sur le pain. Ah, c'est ça, ouais, c'est la soupe 2.0. Donc la soupe dans un mug. Vous pouvez faire ça très simplement. Hein. Vous découpez des légumes, vous les laissez cuire. Il faut pas longtemps pour faire cuire une soupe. Hein. À peu près 1,5 litre d'eau, 1,5 kg de légumes coupés en petits morceaux. Vous faites cuire pendant 15 minutes à ébullition, c'est tout. Hein. Après, vous mixez et vous réservez dans des bouteilles en verre. Et ça permet également de remplir l'estomac. Voilà. Et tu sais que l'estomac peut se réduire avec il faut diminuer progressivement. Une personne ne peut pas tomber de 4000 calories à 2000. Voilà, il faut ça, c'est progressivement. Ouais. Ça, c'est l'erreur. On a vraiment beaucoup de gens qui font ça. Et j'ai eu la discussion hier ou avant-hier, en plus, avec quelqu'un ici, qui me dit, mais en fait, le problème que j'ai, c'est que tous les X temps, si tu veux, je fais un excès énorme. Et là, je lui explique, je dis, si tu as un besoin à 3000 et que pendant 5 jours, tu manges à 1500, c'est pas étonnant que le 5e jour, tu aies envie de manger à 8000 en fait. C'est parce que ton déficit, il est trop gros. Il est beaucoup trop gros et tu n'en peux plus. L'idée, c'est que si tu as un besoin à 3000, pour ceux qui veulent compter, on commence avec des déficits de 15 à 20%, pas plus.
Et la plupart du temps, ça suffit largement et surtout, c'est soutenable. Il faut vraiment comprendre ça. Il faut que ce soit soutenable. D'ailleurs, très souvent, quand je propose à des gens qui ont un poids stable, je vais faire un live juste après notre podcast sur le poids et je dis, si vous avez un poids stable, il n'y a pas besoin de tout changer. Coupe tout ce que tu manges en retirant 10 ou 20%. Juste ça. Donc, tu ne mets pas 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, tu en mets 1,5, tu vois. Enfin, et tu fais comme ça. C'est tout. Il n'y a pas besoin de changer radicalement ce que tu fais. Sauf si tu manges que de la merde, là, c'est autre chose. Mais on est vraiment dans ce truc de modération, en fait, une fois de plus. Je veux le résultat, mais j'ai pas besoin de passer par une privation excessive, par un arrêt de tout, de plus mettre ma petite cuillère à café de ketchup que j'adore, je sais pas moi, avec ma viande, j'en sais rien, peu importe. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. La seule fois où pour moi il faut être radical, c'est quand on a un problème de santé. Ça, c'est différent. Ah oui, c'est différent. Là, c'est du curatif. Exactement. Donc là, ça peut être l'exclusion des céréales, ça peut être des cures de jus, ça peut être du jeûne, ça peut être plein de choses. Mais là, je parle d'un mode alimentaire pour la famille. Parce que tu peux choisir ton mode alimentaire si tu es seul célibataire, il n'y a pas de problème. Tu te mets avec une personne, on est en couple, donc il faut qu'on s'accorde. Hein, sinon, ça ne va pas tenir forcément très longtemps. Ouais. Et lorsque tu as des enfants, là, ça devient encore un peu plus compliqué. Donc, tu vois, chacun peut choisir. Je pense qu'on va avoir plein de commentaires en disant « Oui, mais moi, je mange paléo, ça me réussit, j'ai une pêche d'enfer. » J'ai connu des gens, tu vois, qui ont perdu 20 kilos en étant crudivores, etc. Ok, c'est très bien. On se donne rendez-vous dans 10 ans, hein, comme dit le fameux Patrick Bruel. Rendez-vous dans 10 ans et on fait un point. On verra si tu es toujours paléo, on verra si tu es toujours crudivore et on verra si ça va toujours bien, si tu élèves un enfant avec un régime végan ou crudivore. Et puis c'est très bien si ça te convient, mais tu n'es pas obligé de l'imposer à tous les autres. Oui, on en a parlé, quoi, tu vois. Je pense tout que à fait. C'est quand même très important. J'anticipe un peu les critiques, tu vois. J'anticipe les commentaires. Je comprends très bien. Voilà, pour qu'ils réfléchissent avant de commenter. Avant de te poser les quelques questions un peu express, il y a un dernier truc. Tu as parlé de cuisiner. Et je voudrais ta façon de faire là-dessus, parce que si tu veux, moi, j'ai vraiment une façon de faire très claire. C'est-à-dire qu'en fait, je cuisine, mais extrêmement simple. Mais quand je te dis simple, les gens disent « Ouais, mais comment tu fais pour cuisiner tous les jours? Ça va te prendre un temps fou. » Je dis « Attends. » Je dis « Moi, je pèle des carottes, je les mets dans le cuiseur vapeur, je fais cuire de viande, je fais une salade. Ça m'a pris 15 minutes. Alors, j'exagère parce qu'il faut que ça cuise, mais 30 minutes à tout casser, j'ai fait à manger pour nous 3. Et la plupart du temps, je fais x2, donc le lendemain, j'ai rien à faire. Tu vois, je veux dire, simple, quoi. Simple. Alors, c'est sûr que si tu te lances dans des préparations de folie et tout, mais comment vous fonctionnez, vous, au quotidien? Comme toi. Simple. C'est simple. En fait, simple parce qu'on va cuisiner. En principe, c'est moi qui suis en charge de la cuisine. Mais Valérie fait aussi des plats et en général, on en fait quand on fait des gratins, tu vois, on fait même des pizzas maison. C'est pour plusieurs jours, tu vois. Les légumes vapeur, pareil, tu vois. Je te parlais des brocolis. Bon, c'est plus trop la saison, mais en général, l'hiver, je les fais tous les 2-3 jours. Tous les 3 jours, ouais. J'en fais pour 3 jours. Et puis après, je peux les manger froids, je peux les réchauffer après rapidement à la vapeur. C'est pour ça que je cuis très très peu. Il y a que le riz que je fais régulièrement parce que moi j'aime beaucoup le riz gluant. Ah oui. Donc je peux pas le préparer à l'avance, sinon après il y a du riz plastique, tu vois. Et ça, le riz, c'est 10 minutes. Donc moi, c'est hyper simple. Moi, en fait, je fais pas de la cuisine, je fais de l'assemblage. Pareil. Voilà, mais pareil. Je pense qu'on est de la même école. Donc encore une fois, ça porte le même nom, mais on ne devrait pas dire la même chose. Les gens qui cuisinent, ce sont des gens qui, comme tu dis, qui vont faire des recettes élaborées, qui vont faire des plats en sauce. Moi, je prépare des aliments. Enfin, tu vois, c'est tout. Non, mais tu cuisines également, puisque tu cuis. Mais il faut faire la différence entre les très grands chefs. Il y a des très grands chefs. Moi, j'en fréquente notamment Fred Ménager, qui est un spécialiste du poulet notamment. Et lui, tu vois, il cuisine que du poulet. Il fait des vol au vent. Oui, il fait des vols au vent. Et surtout, en fait, il travaille, en fait, lui, c'est directement du producteur au consommateur parce qu'il produit, il élève ses propres volailles. Et en fait, il a sauvegardé des races anciennes en plus, fait reproduire chez lui. Il était tellement conscientisé qu'il a réduit même la quantité de volailles dans les plats de ses clients, quitte à perdre un petit peu de sa clientèle. Pourquoi? Parce qu'il observait que les gens ne mangeaient pas tout, ils gaspillaient. Et lui, pour lui, c'est pas possible. Tu gaspilles pas la volaille que j'ai élevée avec soin, que j'ai tuée, que j'ai cuisinée. Voilà. Il remarquait qu'il y avait pas mal de personnes, en fait, ils servaient trop, mais il a réduit les portions. Alors ceux qui finissaient, si tu veux, ceux qui mangeaient beaucoup, ils ont râlé, ils sont allés ailleurs. Des fois, il fait des entrées avec que des légumes.
Et les gens veulent de la viande de partout, entrer. Non, il lui explique. Et ça, c'est des chefs conscientisés. Moi, j'adore. Fred, il est très intéressant. Je te le présenterai. Tu pourrais le faire intervenir sur ta chaîne. Avec Parce que plaisir, vraiment, c'est quelqu'un de grande qualité, conscientisé, et il fait partie des grands chefs français, quoi. Il y en a beaucoup, hein. Et pareil, les restaurants. Tu vois, on n'a pas parlé des restaurants, mais évitez les restaurants du midi. Je dirais, il vaut mieux comme voilà que vous cuisinez, vous apportez votre petit lunchbox, comme on dit, et puis vous vous faites plaisir de temps en temps en allant dans un restaurant avec un vrai chef, et une vraie équipe en cuisine, pas des restaurants micro-ondés, tu sais, où tu as une carte avec 40 plats, ossobuco, des trucs. Et c'est en fait c'est dur. Sodexo qui cuisine. Après, en France, vous avez encore de la chance. Enfin, de ce que moi j'ai vu quand j'ai voyagé en France quand même pas mal, c'est, je trouve qu'il y a encore quelques, tu sais, le bistrot où tu arrives et genre il y a 3 plats à la carte, quoi. Tu prends ça Ouais. ou il y a rien en fait. Et ça, moi j'ai un respect. À chaque fois, j'ai envie de manger là. Ouais, Oui. mais ça coûte pas cher, ça ressemble à rien. Parfait, et on y va. Tu vois, parce qu'il y a la grande brasserie là où il y a 68 plats à la carte. Alors ça m'inspire zéro confiance, hein. Vraiment, Ouais, pas du tout. c'est de plus en plus, entre guillemets, tendance. Il y a de plus en plus de restaurants qui proposent un plat unique, en fait, ou 2 plats, tout simplement. Donc, c'est préparé avec des produits du marché. C'est cuisiné le jour même. Et c'est magnifique. Vraiment, moi, je suis pour ce genre de cuisine. Ça aussi, si vous allez dans un restaurant à midi, choisissez ce type d'alternative où il y a 1 ou 2 plats. C'est souvent des menus dans les 15 €, même des fois c'est même inférieur. Bon, ça dépend là où vous vous trouvez. Mais voilà, on va beaucoup trop aussi au restaurant, donc il faut revenir à la cuisine. On a déserté les cuisines en fait. Donc, Je suis d'accord. Ok. Je te balance quelques petites questions. Tu essaies de me répondre soit de manière succincte, soit si tu veux développer, tu développes. Challenge. C'est quoi, à ton avis, si on devait garder un seul complément alimentaire, ce serait lequel? je dirais la spiruline. Oh, je m'y attendais pas. Oh la bombe. Excellent. Vas-y, explique. Alors, il y en a d'autres. Je pourrais dire la vitamine C, mais bon, c'est un petit peu plus chimique, la vitamine C. Pour moi, la spiruline, c'est naturel. La spiruline, pour moi, c'est le multivitamine d'aujourd'hui. Enfin, c'est un produit ancestral, hein. Donc, l'histoire de la spiruline, elle est extraordinaire. Bon, il faut, voilà, qu'elle soit bien sourcée, qu'elle soit française ou pas, parce qu'il faut pas se dire que les produits français sont forcément top. Pas tous le sont. Donc, chacun, voilà, fait son marché. Mais pour moi, la spiruline, c'est le parfait multivitamine. Vitamines, minéraux, oligo-éléments. C'est ma morning routine, la spiruline. Alors, tu tombes bien parce que dedans, dans ma petite liste de questions, j'en avais une à propos de ton matin, justement. C'est quoi une, deux, trois habitudes auxquelles vraiment tu ne déroges pas le matin, qui te mettent vraiment en énergie? Manger. Moi, si je mange pas le matin, Jack, si tu veux venir chez toi, fais-moi manger le matin, parce que je suis un ours. Tu vas être grognon. Voilà, sauf si j'ai mangé très très tard, si on a fait la fête et tout, voilà, je suis grognon. Manger. J'ai des alternatives de petit déjeuner sucré, j'ai des alternatives de petit déjeuner salé. Là aussi, chacun, je dirais, fait son choix. Moi, j'ai besoin de manger parce que je mange relativement tôt. J'ai un système digestif qui est assez rapide. Alors, je sais pas si c'est dû à mon passé dans la culture physique où j'ai fait 6 repas par jour à l'époque, hein. Pour gagner du poids, je mangeais quasiment tous les 3 heures, de petites quantités. Et en fait, ça a fait qu'avec un système aussi, un métabolisme rapide, tu digères rapidement, et surtout si tu manges des aliments sains. Et moi, donc, voilà, je mange. Pour moi, c'est après quoi? Il y a plusieurs options. Spiruline dedans. Alors, par contre, je serais intéressé que tu me donnes juste un petit déjeuner salé, parce que ça, par contre, des gens manquent d'idées. Le petit déjeuner salé, ça peut être relativement simple. Ça peut être un avocat, un petit avocat ou un demi-avocat. Il y a toujours, moi, mes deux œufs coques que j'ai le matin. Ça peut être une petite tranche de pain grillé pour ceux qui peuvent digérer le gluten avec, je dirais, un petit peu, de fromage de chèvre. Mais en général, moi, je préfère mes petits déjeuners plutôt sucrés avec mon pancake protéiné. C'est plutôt mon habitude. D'autant plus que je fais avec, si je ne me trompe pas, tu fais ton sport le matin. Oui, je fais le sport le matin. Donc, il me faut des calories plutôt le matin. Enfin, pas trop de calories non plus. Quelque chose qui soit très digeste. Dans le petit déjeuner, par exemple, lorsque je fais un petit déjeuner salé, bon, peut-être ça va pas convenir à tout le monde, mais moi, je suis prêt à manger un peu de maquereau aussi salé le matin. C'est-à-dire, moi, mon petit déjeuner, si je le prends salé, c'est un vrai petit repas. C'est plutôt la japonaise, tu vois. Donc, et puis, j'ai toujours ma compote de pommes. Je t'avais pas parlé du dessert que Valérie fait toute l'année. Sa compote de pommes. Non, je savais pas ça. La compote de pommes.
C'est quasiment Toute toutes les l'année. semaines. Bah, quasiment, parce que les pommes, tu en as toute l'année. Tu vois, 2 kilos de Ouais. pommes que tu pelles, que tu coupes, tu lèves, tu les dénoyotes, tu les coupes en 8 pour faire des petits morceaux, enfin forcément très très gros. Tu les mets dans un faitout, semi-ouvert avec un peu d'eau, tu fais démarrer très fort, et ensuite tu le couvres semi-couvert, donc tu le laisses à peu près 45 minutes. Tu laisses l'eau un petit peu s'évaporer. Il y aura encore des gros morceaux. La technique, c'est tu prends un écrase purée à l'ancienne, tu vois. Ouais, Voilà. j'en ai un. Et tu écrases purée. Tu peux mettre, à la limite, tu pouvais le faire cuire avec une gousse de vanille. Si vous avez des gousses de vanille naturelles, c'est top. N'hésitez pas à rajouter de la cannelle. Moi, je mets la cannelle de partout. Je la Les gens rajoute en adorent. principe Pomme cannelle, après. c'est magnifique. Cannelle, surtout hypoglycémiant. C'est magnifique, la cannelle. Hein. Et moi, pour moi, c'est mon dessert. C'est pas un dessert qui est très haut en calories. C'est des bons sucres. Ça, voilà, ça garde aussi le goût de la pomme. T'as pas besoin de rajouter du sucre. Et pour moi, c'est un petit déjeuner. Tu vois, l'avocat, les œufs, la petite tranche de pain avec le fromage. C'est un peu classique, hein, tu vois, ou un demi-filet de maquereau avec la compote de pommes. Ça peut être un déjeuner aussi. Hein. Voilà, Oui, pour c'est moi, ça. c'est ça. En fait, comme tu Mais dis, hein, c'est un mini repas. Moi, c'est la c'est un même mini chose. Hein. repas, Là, ouais. Ouais, là tout j'ai à fait. mangé la même chose ce matin que ce que je vais manger ici. Donc, normalement, j'aurais dû manger il y a 2 heures, mais on bosse ensemble. Ouais. Et du coup, tu vois, non, je comprends tout à fait. C'est un mini repas, en fait. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir plutôt que le truc sur le pouce avec, tu sais, le pain industriel, la confiture, le jus d'orange. Surtout que, Là, c'est une ouais, catastrophe. surtout que le petit déjeuner là que tu définis avec la confiture, la viennoiserie, etc., c'est moderne. Hein, c'est un petit déjeuner moderne. C'est arrivé assez tard dans notre histoire. C'est très récent. C'est Très, très très récent. récent. C'est Ouais, très ouais. récent, les viennoiseries. Et voilà, c'est au siècle dernier. Donc, Ouais. Mais tu vois, je suis assez content que tu nous aies raconté un peu ça. Je pense que des gens pourront trouver de l'inspiration. Est-ce qu'il y a un truc que tout le monde fait que tu trouves absurde? euh, ce qu'on fait, alors ça concerne les réseaux sociaux. Ok. C'est lorsqu'on a une information, on découvre un truc, par exemple, les vers de farine on va nous imposer de manger des vers de farine. On ne sait pas la source. Je travaille je collabore à une chaîne d'information où je commente l'actualité, notamment agroalimentaire, et je me suis positionné sur les vers de farine. Bon, on ne va pas le développer ici. Donc, en fait, c'est des gens qui ne vérifient pas l'information, qui vont comme ça relayer ce genre d'informations à leurs potes, à leur sur story, etc., etc. C'est-à-dire de relayer des informations sans les contrôler, sans les sourcer, des informations qui viennent aujourd'hui de n'importe qui. C'est un double effet, parce que si tu relais ce type d'informations, le lendemain matin, tu vas avoir les mêmes types d'informations. Ça s'appelle les algorithmes. Et tu rentres dans un process où on veut nous empoisonner. Et là, tu rentres dans le complotisme. Donc, Ouais, on est bien voilà. d'accord. Cette prise de recul, elle est absolument capitale et elle est 100% sous-estimée pour moi parce que il y a un truc qui est mal compris à propos des algorithmes. C'est que avant, les algorithmes te donnaient les gens à qui tu étais abonné. Maintenant, les algorithmes te disent les choses que tu regardes, te rendent les choses que tu regardes, te rendent les points de vue que tu regardes. Et ça, c'est très facile. Vous allez sur YouTube, Instagram, n'importe quoi. Le plus flagrant, maintenant, c'est sur YouTube, c'est terrible. Tu regardes une vidéo complète de n'importe quoi, je peux te garantir que la prochaine fois que tu ouvres YouTube, tu as au moins une vidéo sur le sujet, voire 2 ou 3 ou 4 qui te sont mises en premier. Ce qui veut dire que si maintenant tu as un point de vue, par exemple, sur le végétalisme, le carnivorisme, ou des virus bien connus d'il y a quelques années, tu vas être bombardé de ça pendant les prochains jours, voire les prochaines semaines, voire les prochains mois. Et du coup, tu te renfermes dans une façon de penser. Et ce qui est incroyable, c'est que ta perception à ce moment-là, c'est que c'est la vision du monde, de tout le monde. Mais c'est ta vision du monde tout seul que l'algorithme te donne. Et prendre du recul là-dessus est extrêmement difficile, mais pour moi, c'est absolument nécessaire. C'est très juste ce que tu dis. Ça s'appelle le biais de confirmation ou le cherry picking. En fait, on va croire que tout le monde pense comme nous parce qu'on a toutes ces informations qui sont tous les jours. Vous pouvez faire un exercice avec quelqu'un que vous avez confiance, un ami, mais qui pense pas du tout les mêmes choses que vous, qui est très différent, vous n'avez pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Échangez vos portables et regardez vos fils de l'actualité. Si vous avez pas, en fait, vous vivez pas dans le même monde. C'est pour ça que je dis que les médias créent une fausse réalité.
Et nous, on est tous concernés, même moi, je tombe dans ce piège. Même si j'utilise un VPN, même si je me protège, je suis toujours tenté pour envoyer des choses rigolotes à un pote tous les soirs. On se marre, si tu veux. Mais on va arrêter parce qu'on est pollué par ça, quoi, tu vois. Ça devient infernal, quoi, tu vois. Tu te dis, mais attends, tu vis dans un asile à ciel ouvert, c'est pas possible, tu vois. Ouais, c'est une folie, je suis Donc, d'accord. c'est une folie, ouais. C'est une folie, mais une fois que tu as conscience, bah, tu peux faire un petit peu plus attention. Il faut savoir. J'ai encore quelques questions. Il y en a une ou deux peut-être qu'on développera, puis les autres, c'est vraiment Oui. du oui ou non. Tu vas voir, c'est marrant. Ok. Est-ce que le bio du supermarché, c'est forcément du foutage de gueule ou est-ce que ça vaut le coup? C'est pas forcément du foutage de gueule, c'est pas la meilleure solution. Je pense qu'il vaut mieux aller chez des producteurs locaux et les bio. Le problème, c'est qu'il y a du bio industriel. Il y a des labels aujourd'hui qui sont très différents. Et en tout cas, là, je reprendrai les propos et je le dis très souvent d'une personne qui m'avait dit, celui qui avait découvert en fait les pouvoirs des antinutriments en fait, et le pouvoir de certains aliments au niveau anti-cancer, qu'il vaut mieux manger des légumes que ne pas en manger du tout. Voilà. Il s'appelle Richard Béliveau, c'est celui qui a découvert en fait le pouvoir anti-cancer de certains aliments, bon, toujours dans les végétaux bien entendu, et qui m'avait dit la chose suivante, il vaut mieux consommer des légumes que pas en consommer du tout. Après, le bio, faut faire attention parce que les marges sont indécentes, pardon. Oui. Intéressant. La viande rouge, poison moderne ou aliment ancestral? Aliment ancestral. Ouais, pour moi, il n'y a pas photo non plus. Je crois que je connais déjà ta réponse, mais il y a des gens qui le pensent pas comme ça. Est-ce qu'il vaut mieux manger 3-4 fruits par jour ou aucun fruit parce que c'est trop dangereux à cause du fructose? 3-4 fruits par jour, c'est quoi? C'est comment ça, c'est dangereux le fructose? C'est quoi ça? Tu m'apprends un truc, je suis pas au courant. Le fructose, c'est dangereux. Le fructose des fruits, c'est dangereux. Si c'est nouveau ça. Le nombre de fois où j'ai lu ça dans mes commentaires. Ah bon? Non, mais il y a le fructose que fait Gerblé, par exemple, tu vois, qui est du fructose industriel raffiné, non, mais qui est pas du sucre en fait, mais le fructose, il en est fruit. Mais qui dit ce genre d'ânerie? C'est pas possible. Voilà. J'ai pas besoin de commenter en plus, je te remercie. Est-ce que l'index glycémique, tu trouves que c'est utile ou que c'est du bullshit? Alors, c'est à modérer parce que moi, je parle pas d'index glycémique, je parle de charge glycémique. Par exemple, le riz blanc, c'est un index glycémique, allez, on va dire c'est de 100, ok. On va dire que le brocoli, c'est de 40, voilà, ouais, ou 30. Plus bas que ça. 30, ok. Bah 40, ça m'arrange parce que je suis pas très fort tu vois, voilà, on va dire 40. Donc, l'index glycémique de 100 grammes de brocoli et 100 grammes de riz, bah, ça va être à la moyenne. Donc, la moyenne, c'est 30, donc ça va être 70. Oui, alors c'est ça, avec la composante du nombre de glucides dedans, ce qui est très important. Mais donc, l'idée, c'est que, comme tu le disais avec le ketchup, si je mange 5 grammes de ketchup, ça ne peut pas faire exploser ma glycémie dans un repas. Ça, c'est des conneries, c'est pas vrai du tout. Dans un repas, non. Par contre, si vous buvez du ketchup comme ça à la bouteille, c'est sûr, tu vois. C'est la charge glycémique, voilà, ça se calcule assez. Bon, moi, en fait, je calcule pas. Je suis pas un Terminator. Je sais ce que j'ai dans l'assiette. Je vois, par exemple, je sais que je conseille, par exemple, les légumes, les oléagineux. De manger des oléagineux, très très bonne graisse, sauf ceux qui sont vraiment à restriction calorique, parce que c'est 9 calories au gramme. Mais c'est de très bonne graisse, très bonne protéine, on a tendance à l'oublier. Et je l'associe toujours à des friandises ou à des fruits, ou par exemple une tarte tatin, tu peux rajouter un peu de beurre de cacahuète ou de beurre d'amande, tu vois, à côté, ou quelques noix. Tu manges un fruit, peut-être que l'index glycémique est un petit peu haut, celui du fruit, bah, tu manges un peu de noix de cajou avec, tu vois, ça abaisse l'index glycémique. La charge glycémique, pardon. La charge glycémique, ouais, ou l'index glycémique moyen du repas. Donc ce qui est plus intéressant, c'est la charge glycémique plutôt que l'index glycémique. Est-ce qu'il y a un plat traditionnel français, ça m'intéresse ça, qui est devenu toxique aujourd'hui dans sa version moderne? Je dirais c'est toutes les préparations industrielles, en fait, les plats préparés. Tu peux avoir du bœuf bourguignon ou du bœuf carotte, bœuf bourguignon, ouais. Bœuf bourguignon, j'irai chez Findus, c'est sûr que c'est pas le bœuf bourguignon que te préparait ta grand-mère. Je pense que c'est toutes les. Il n'y a pas moi, je vois pas un plat qui est
Je ne vois pas un plat en particulier, je vois un ensemble de choses. En fait, on a pris les spécialités françaises et on les a rendues juste réchauffables au micro-ondes. C'est ça, en fait. Ça concerne toutes les spécialités françaises qui sont micro-ondées ou en plat préparé. Au quotidien, moi, je t'avoue que j'aurais dit le pain. Parce qu'en fait, on en revient à ce truc où le pain d'avant était totalement différent de celui de maintenant. On en a déjà parlé. Hein. Mais oui, vraiment, tu me disais moi, le plat, en en fait. tête. Un plat, c'est pas un aliment. Enfin, pour moi, le pain tu est marques pas un point. Non, tu marques un point. Tu as raison. Mais tu as raison. Non, tu as 100% raison. Alors, celle-là, elle est peut-être un peu tricky, donc je serais content d'avoir ton avis. Huile d'olive ou beurre cru? Huile d'olive. Demande-moi pourquoi. Demande-moi, il faut que je développe, tu sais, je peux pas m'arrêter. Allez, vas-y, raconte. Pourquoi l'huile d'olive? C'est culturel. Moi, je suis du Sud. Donc, ça s'entend pas du tout, je suis surpris. Voilà. C'est l'huile d'olive parce qu'il y a des miracles. Après, le beurre cru peut être très bien. Moi, je consomme du beurre, mais je consomme plutôt du ghee. Ah oui. Donc voilà, j'ai réintroduit en fait le ghee pour certaines cuissons. Le beurre clarifié, oui. Le beurre clarifié. Je suis pas, en fait, le beurre, c'est plutôt, j'ai la tendance du Nord. Alors, quand j'ai travaillé avec Pierre-Marie Martin sur le tome 1, celui qui a découvert les perturbateurs endocriniens, qui était un professeur émérite en cancérologie, il me disait que, en fait, là où les cancers se sont développés, c'est plutôt, je dirais, en Europe du Nord, là où il y a des graisses, notamment à partir du beurre, mais c'est multifactoriel. On est d'accord. Et puis après, il faut savoir comment on consomme également ce beurre. Mais si tu me dis à choisir l'huile d'olive ou le beurre, sans hésiter, moi, c'est l'huile d'olive. Ouais, je dirais qu'à l'échelle de la population, l'huile d'olive me semble quand même un meilleur choix et qu'il n'y a aucun problème à consommer du beurre en modération, pour autant de nouveau qu'on le digère, etc. Alors là, je connais ta réponse, mais ça va me faire rigoler. Est-ce qu'on peut être en bonne santé en allant au McDo une fois par semaine? Oui. Ok. Je suis pas. Alors, je vais te raconter une anecdote sur le McDo. C'est m'est arrivé il y a à peu près 1 mois. C'est pas très vieux. Je sors de la salle de gym. Je sais pas pourquoi. J'ai eu envie de manger un McDo. Oh. Ouais. J'ai envie d'un McDo. Je m'y attendais pas. Ceux qui sont restés jusqu'à là, ils sont récompensés. Hein. Parce que là, vous me mettez l'emoji frites juste en dessous. C'est que je sais qu'à 1h30, vous étiez toujours là. Parce que là, vous êtes récompensé avec l'anecdote de l'année. Laisse tomber. Tu peux la sortir en réel. Non, j'ai eu envie de McDo. Donc, j'appelle Valérie. J'ai dit, écoute, j'ai envie de regoûter le McDo. Bon, on va pas prendre un McDo avec de la viande. Je pense qu'il faut encore du McFish. Je me suis dit, c'est un moindre mal, tu vois. Donc là, je me rends avec ma petite voiture, tu vois, au McDrive. Là, je vois déjà, je comprends rien. Il y a des écrans de partout. Il y a plein de plats je suis complètement perdu, tu vois. Donc, j'ai une jeune fille à l'interphone. Donc, je lui ai expliqué, hein. Écoutez, voilà, je voudrais un McFish. Oui, alors petit, grand, bon, bref. Je commande mon McFish. De frites, bien sûr, frites avec, tu vois, la totale. Coca, bon, non, mais bon, on en a à la maison, le Coca. Tu sais, le Coca, en fait, est très utile. Ça dépend... plutôt en curatif, hein, pas en gourmandise, mais c'est autre chose. Donc, je prends pas de Coca, je prends juste mes frites et deux McFish pour Valérie et moi. Donc, je fais le tour. Là, je m'arrête donc à l'endroit où on me donne le sachet. Donc, je prends le sachet et puis là, je me dis, je vais faire une story Instagram, tu vois. Donc, j'étais en train de me filmer. Donc, je prends le sachet, je rentre dans la voiture. Je dis, mais qu'est-ce que c'est cette odeur? Donc, j'arrête la vidéo. Je dis, oh, je vais pas le faire, je vais passer pour une con, tu vois. Donc, je le pose dans la voiture. Et là, une odeur, je me souvenais pas de cette odeur. Ça m'a donné moins envie, déjà. J'arrive à la maison, donc Valérie avait préparé la table, etc. On avait sorti le ketchup maison, quoi, tu vois. On a les recettes de ketchup maison aussi. Mais donc, et là, je sors le McFish. Je me souvenais pas que ça avait vraiment une sale gueule, quoi. Tu vois, les hamburgers, c'est pas du tout comme la photo, voilà. Et puis, déjà, j'en avais un peu moins envie. Je t'avoue que je l'ai pas fini. J'ai juste mangé dedans, j'ai croqué, et je me dis, mais comment j'ai fait pour manger ça? Et Jack, c'est vraiment pas de la mauvaise volonté, je t'assure. J'avais envie, j'avais cette envie. Je me dis, attends, on va pas mourir idiot, quoi. Tu vois, on va retourner au McDo. Ça peut être rigolo pour faire une story Instagram, tu vois, ce truc un peu fun. Mais vraiment, j'avais pas envie parce que l'odeur, vraiment, ça m'a rebuté. Et après, l'aspect aussi. Et puis le goût, c'est immonde. Et là, je me suis dit, bon, je me rabats sur les frites. Mais elles sont juste immangeables, les frites. Ah non, c'est le pire. Ah non, mais les frites, on dirait du carton. En plus, elles les avaient un peu... Oui, mais en plus, je parle à un belge. Elles les avaient un peu, si tu veux, durcies, mais c'était juste... C'était non. C'était non.
Du coup, tu t'es recuisiné un truc après, j'imagine. Oui, on l'a mis de côté. Voilà, on l'a mis de côté. Mais il m'est arrivé aussi d'autres choses. Après 15 ans d'abstinence, Jack, j'ai remangé du cochon. Ah oui, avec du coup, élevé par ton pote. Ouais. Je suis Oui, allé au ça a banquet du de sens. Pierre-Guillaume Mercadal. Il y avait des cochons en fait qui grillaient, voilà, à la broche pendant 6 heures. J'ai rencontré la personne qui était en charge de griller, si tu veux, de faire griller les cochons. C'est un des plus grands, si tu veux. C'est vraiment un savoir-faire hein, de faire comme ça, de griller les cochons à la J'imagine. broche, qui se transmet de génération en génération. Ce gars-là est vraiment est très réputé. Et j'ai senti la passion de ces gens-là, tu vois, il n'y avait pas aucun manque de respect. Pour moi, les gens vraiment qui vont acheter du jambon ou du cochon dans les supermarchés, il y a énormément de manque de respect par rapport aux animaux qui sont élevés de toute façon dans les conditions que tu sais. Et bien sûr, j'ai fait honneur donc à Pierre Guillaume qui m'a servi, qui a pris le temps, tu vois. Il savait que ça faisait 15 ans que, tu vois, j'avais pas mangé de cochon parce que je n'avais pas envie et puis j'avais pas l'occasion, tu vois, d'en trouver ici. Mais je voulais rendre hommage aussi à son travail, à son implication, à son combat, parce qu'il mène vraiment un combat. J'invite ceux qui nous écoutent à aller sur la ferme L'Arche de Montjoie, c'est une chaîne YouTube, c'est la ferme donc des cochons laineux. Vous verrez le combat que mène Pierre-Guillaume Mercadal. Et j'ai ma petite assiette en carton avec des frites qui étaient cuites dans le saindoux et avec la couenne qui était comme des chips, tellement ça avait grillé. À savoir que Jack, ces cochons sont élevés, en fait, ils sont sous des chaînes, etc., et des noyers et tout, donc ils sont donc nourris comme ça, avec des glands, il y a des noix, en fait, ils sont sur 10 hectares, c'est-à-dire que c'est une viande qui est riche en oméga 3, et que ce saindoux-là est vraiment particulier. Et d'ailleurs, je pense qu'on va le faire analyser, tu vois, j'encourage Pierre-Guillaume à faire analyser tu vois, pour voir vraiment. Donc, et je me dis quand même, je te avoue, j'avais un peu de stress parce que bon, tout le monde là-bas me connaissait, il y avait 300 personnes, tu vois. Je sentais les regards sur moi, tu vois. Donc, j'ai mangé, avec respect. J'avais une espèce de côtelette que j'ai rongé un peu comme un chien, tu vois, je n'ai rien laissé. J'ai très bien digéré, j'ai bien apprécié, j'ai pas du tout culpabilisé, et pour moi, c'était pas, tu vois, dénigrer tous les combats que j'ai menés. Donc, voilà. Ce qui est beau, je trouve, c'est justement la comparaison entre les deux, où tu as fait deux expériences qui se sont finalement soldées par un résultat totalement différent. Oui, c'est vrai, tu vois, mais j'associe les deux, mais ça me fait plaisir de le dire sur ta chaîne aussi, parce que là aussi, il faut couper court. Je n'ai jamais été végan, parce que le véganisme, c'est un combat idéologique. Voilà. J'ai une période où j'ai pas mangé de produits animaux, dits d'animaux. J'ai une période où j'étais, voilà, type végétarien. Et aujourd'hui, je ne continue à ne pas manger de viande de mammifères. J'ai réintroduit la volaille, j'avais réintroduit déjà le poisson. Mais voilà, et puis surtout les œufs que nous donnent nos poules. Qui sont aussi de très grande qualité. Ouais. Magnifique. Merci beaucoup, Gilles. C'était vraiment un très bon moment, une fois de plus. Je suis très content de t'avoir reçu sur la chaîne. Je vais mettre en lien ton nouveau podcast de la jungle alimentaire. Merci. Bien sûr, le lien aussi vers ton livre. Et tu sais que tu es le bienvenu quand tu veux. Donc, c'était vraiment un très bon moment. Je te remercie. Merci beaucoup pour ton écoute. Merci pour ton échange. Merci pour ta générosité également, Jack. Et merci pour le travail que tu fais. Merci. Prenez soin de vous. À bientôt.